Bonjour, bienvenue. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous. Il y a François qui est ici de mon côté. Salut. Donc, je m'appelle Minaj et je suis la cofondatrice de Facebook. Ça commence mal. C'est pourquoi j'ai Facebook de la tête. Mais de Cantou. Et voilà. Bonjour Nathalie. Ouais, donc moi je m'appelle François Biou, donc j'ai co-créé Cantou aussi avec Minaj du coup. Et moi ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler sur des solutions pour les élèves 10 à l'école. J'ai travaillé sur Mathéos en fait. C'est moi qui ai créé Mathéos, un logiciel pour les mathématiques. Et l'objectif que j'avais, c'était de... Enfin, en fait, en constatant qu'il y avait énormément d'élèves qui étaient en difficulté à l'école, pas parce qu'ils ne comprenaient pas les concepts, qu'ils n'arrivaient pas à répondre, qu'ils n'avaient pas la capacité intellectuelle de réussir, mais simplement parce qu'on leur demandait de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire, parce que simplement, voilà, lire un énoncé quand on est dyslexique, ou tenir un stylo toute la journée quand on est dyspraxique, c'est pas pertinent, quoi. Et du coup, voilà, j'avais cette volonté d'essayer de créer un logiciel qui réponde aux problèmes de ces élèves-là et qui leur permette de réussir leur scolarité sans, voilà, grâce à l'ordinateur en fait, ou grâce à l'outil numérique, de compenser leur handicap et de résoudre les exercices qu'on leur demandait en classe. Et donc, voilà, l'ambition, quand on a créé Cantou, c'était ça, c'est de proposer un logiciel unique avec une seule interface qui soit simple et conçu pour des enfants et qui leur permette à la fois de compenser leur handicap et de réaliser les exercices et en fait de répondre à toutes les situations auxquelles ils vont être confrontés quand ils seront assis en classe avec leur ordinateur ou leur tablette. Donc ça, que ce soit en maths, en français, en histoire géo, etc. Donc voilà l'ambition qu'on s'est fixée. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes vraiment contents d'être ici avec vous aujourd'hui. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de parler aux professionnels de santé. Donc, en fait, on peut répondre à toutes vos questions et aussi, j'imagine que aussi vous allez nous faire challenger par rapport à ce qu'on propose. Et c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse aller en profondeur, en fait, et voir tous ensemble ce qu'on peut faire pour les élèves 10. C'est ça. En fait, on a une logique d'essayer d'être très proche de toutes les personnes qui gravitent autour de ces élèves pour être certain d'avoir une solution qui réponde exactement aux besoins en prenant en compte à la fois les retours des professeurs, les retours des parents d'élèves et des élèves et bien sûr les professionnels de santé qui accompagnent ces élèves. Voilà. Et en fait, avant tout, je voulais vous dire que Cantou est complètement gratuit pour les professionnels de santé. Et pour faire ça, en fait, on a trouvé un moyen, c'est en vous proposant de faire partie de notre programme ambassadeur. Donc, c'est quoi ce programme ambassadeur? En fait, c'est simplement vous signez une petite charte de partenariat qui dit que vous bénéficiez d'un accès gratuit et en échange, on demande qu'il vous parlez de la solution auprès de votre réseau. Pourquoi, en fait, on fait cette demande de partenariat? C'est pour, de notre côté, en fait, pouvoir savoir qui vous êtes et pourquoi votre accès à vous est gratuit. Donc, en échange, on demande aussi une attestation de diplôme. Et c'est vraiment pour cette finalité-là, pour éviter des abus qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, si vous n'avez pas encore validé votre accès au programme ambassadeur, je vous invite à le faire parce que sinon, votre accès à Cantou va être coupé. Donc, il faut vraiment faire cette démarche, mais c'est tout simple pour avoir votre accès gratuit. Alors, excuse-moi, Minaj, je me suis, Marie Mancel, là, moi, je me suis inscrite au programme ambassadeur, mais je n'ai jamais réussi à me connecter. C'est-à-dire j'ai eu des codes, enfin, j'ai eu la validation, j'ai eu
l'autorisation de me connecter et j'arrive pas à me connecter en fait. Enfin, est-ce que la question, c'est l'accès à l'application ou est-ce que c'est en lien avec le programme ambassadeur? C'est le lien avec le programme ambassadeur en fait. J'ai accès que à la partie gratuite. D'accord, ok. Bon, bah, en fait, est-ce que vous pouvez juste nous noter votre adresse mail? Comme ça, on viendra vers vous. Enfin, on va vérifier de notre côté, on viendra vers vous. Ouais. Et en fait, pour vous expliquer comment ça marche, c'est que de toute façon, dès que vous vous inscrivez, vous avez 15 jours gratuits. Et en fait, vous pouvez déjà utiliser. Et nous, en fait, on utilise votre adresse mail pour justement vous identifier et valider l'accès. D'accord. On va juste dire que telle adresse email, c'est un professionnel de santé, il a droit à un accès gratuit. C'est comme ça. En tout cas, d'une manière générale, hein, si vous rencontrez des soucis avec l'application, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions ou des bugs, vous n'hésitez pas, hein, vous nous les signalez. Nous, on essaie d'être le plus réactif possible. Voilà, on a des gens on a une personne qui est dédiée 100% à ça, à répondre à vos questions. Et si elle ne peut pas vous aider elle-même, nous, on fera tout ce qu'il faut derrière pour répondre à votre problème. Voilà. Et ce qui est intéressant à retenir aussi de votre côté, c'est Quantuscribe, ce n'est pas juste une application numérique comme on a l'habitude de voir, c'est aussi un service client, c'est aussi un accompagnement, c'est une équipe qui est derrière pour débloquer vos patients, résoudre tout ce qui est bug informatique, tout ce qui est amélioration aussi. On prend vos idées et en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on construit avec vous et en vrai, on va être vos petites mains informatiques, petites feuilles informatiques, ça, pour venir à réaliser en fait ce que vous avez besoin en termes d'outils. Et c'est vraiment, enfin, on est vraiment à votre écoute pour faire cela. Tout ce qu'on a fait déjà aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a des ergothérapeutes qui nous accompagnent et qui nous proposent des choses. Donc, on a notamment Anne Waker qui est avec nous dès le début et qui nous donne beaucoup de conseils. Donc, on est toujours à l'écoute et c'est super important pour nous. C'est vraiment essentiel. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est qu'on a envie d'avoir avec vous une logique vraiment de collaboration, quoi. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter pour vous faciliter la vie, pour faciliter votre métier et pour faciliter la vie de vos patients. Et c'est comme ça qu'il faut que vous le voyez, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu on va passer très rapidement sur les besoins des 10, ensuite du numérique, l'apport du numérique. Et en fait, le but, c'est d'arriver assez vite sur les outils numériques, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse, le basique que vous connaissez déjà. Et après, plonger le maximum possible pour Quanto, pour essayer de répondre à vos questions et aussi à vous montrer des potentiels dans les outils qui c'est pas facile de se rendre compte tant qu'on n'a pas rentré dedans. Donc, on va essayer de clarifier tout ça. Bien sûr, on sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Vous avez notre numéro de téléphone qui est sur notre site et on est toujours à disposition. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, à nous envoyer des messages, des chats, des SMS, c'est ce que vous voulez, on est vraiment à disposition. Dans les premiers points, il y a peut-être des choses que vous avez sûrement déjà vu, vous savez sûrement tout déjà. Simplement, ça peut être l'occasion aussi s'il y a des choses où soit vous voulez ajouter quelque chose, ou soit vous trouvez que ce qu'on dit c'est faux, vous n'hésitez pas à nous le signaler. Et voilà, nous aussi on apprend comme ça. Voilà. Tu veux commencer? Non, vas-y, je pense. Bon, de toute façon, les troubles autistes, je pense que... Oui, je pense qu'on peut passer assez vite. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que notre objectif à terme, c'est d'avoir une solution pour chacun des troubles autistes. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a plus de dyslexie. Du coup, en termes d'outils, on a l'adaptation du texte, on a la synthèse vocale, la dictée vocale qui vient vraiment aider les dyslexiques. À savoir, en fait, le projet, il a commencé vraiment dédié à la dyspraxie. C'est pour ça les mathématiques, et on voit la difficulté qu'on a les dyslexiques en mathématiques et dans l'écriture du monde général. Donc, à la base, ça partait de ça. Et aujourd'hui, avec Quanto, et c'est ça la grosse différence entre Quanto et Mathéos,
le logiciel d'avant, c'est vraiment de pouvoir offrir une réponse. Donc là, on a des idées, des pistes de réflexion pour aller composer la dyscalculie, la dysgraphie, la dysorthographie. Mais aussi, on est à l'écoute, en fait. Peut-être que vous connaissez des petites astuces, des petites solutions qu'on pourrait mettre en place pour peut-être aider d'autres troubles et pas rester dyslexie, dyspraxie. Je donne un exemple, en fait, sur les troubles de l'attention. C'est quelque chose qu'on envisage, c'est par exemple de mettre un outil comment dire, qui bride un peu l'ordinateur et qui empêche l'élève de partir en vrac et aller sur Internet et se perdre un peu sur le web. Donc, en fait, avec un petit outil qu'on peut brider et qu'on peut leur faire rester sur les cahiers, c'est peut-être intéressant pour un enfant qui a un trouble de l'attention. En fait, ce qui est donc effectivement, on va dire les troubles qu'on a le plus suivis aujourd'hui, c'est la dyslexie, la dyspraxie. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on avait des résultats étonnamment bons avec des enfants qui souffrent d'autisme. On a une maman qui utilise Quantuscript avec son enfant et qui nous dit que c'est assez incroyable, qui prend beaucoup d'autonomie, qu'en plus il est heureux, qu'il arrive à faire beaucoup de choses qu'avant il n'arrivait pas, etc. Donc voilà. On a aussi, en résolvant certains problèmes pour certains troubles, on se rend compte qu'il y a des bénéfices pour d'autres aussi. C'est ça. Je pense. En fait, je voulais passer très rapidement sur ce travail. C'est un ergothérapeute qui a travaillé sur ces sujets et qui je trouve assez intéressant. C'est en fait quelles sont les difficultés qu'un élève peut avoir pour réaliser une tâche. Et en fait, on voit qu'il y a 5 difficultés principales: les automatismes, les représentations mentales, la partie émotionnelle, la mémoire de travail, l'inhibition. Et nous, en fait, ce qu'on veut vraiment acter, c'est les automatismes, dans le sens où on veut mettre en place en fait des choses pour que ce soit très clair pour l'élève s'il peut faire, en fait, et soulager toute la partie, enlever la surcharge cognitive qu'il peut avoir en faisant très peu en interface assez épurée, avec très peu de boutons, avec assez peu de complexité. Donc, tout est fluide, tout est au même endroit. Et l'idée, en fait, c'est que l'élève puisse vraiment s'y sentir dans son environnement et tout prendre en main sans être à jongler entre différents logiciels et sans être perdu dans différents onglets. Parce qu'en fait, une des problématiques principales qu'on a déjà identifiées quand les élèves... Parce que, bon, ce qu'il faut... si on peut revenir un petit peu à la base de Quantuscript et de Mathéos, c'est que, en gros, c'est un professeur de mathématiques et un éducateur spécialisé auprès des élèves dyspraxiques qui ont discuté et qui se sont dit, mais c'est pas possible. En fait, on équipe des élèves avec un ordinateur pour compenser leur handicap, mais ils se retrouvent à devoir utiliser en maths, par exemple, Word, plus GeoGebra, plus comprendre tout le fonctionnement du système d'exploitation avec le système de fichiers, d'organisation en dossier, etc., plus la gestion des sauvegardes, plus devoir faire des copier-coller de l'un à l'autre, plus comprendre rien que les fonctionnalités de Word, parce qu'il y en a un paquet, hein, les menus de Word, c'est quand même assez impressionnant. De LibreOffice, c'est la même chose. Oui, le LibreOffice, c'est pareil. Et puis après, il faut gérer aussi le passage des PDF, des polycopiés, etc. Dans le cahier. Et tout ça, ça ajoute une complexité, une charge mentale pour l'élève qui finalement n'est pas forcément bénéfique par rapport à justement le problème du dyspraxique, c'est la tenue du stylo, par exemple, qui va énormément charger sa concentration. Est-ce que rajouter 15 logiciels, ça va vraiment compenser sa problématique de pouvoir se concentrer sur le cours, en fait. Et du coup, c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de créer une interface à un logiciel où on va lui faire abstraction de tous ces problèmes-là, et lui, il va se concentrer simplement sur qu'est-ce que je veux noter, qu'est-ce que je veux écrire, ou qu'est-ce que je veux résoudre comme problématique.
Donc là, je ne vous apprends rien hein, dans ce que le numérique il peut apporter en termes de mise en page en fait et de soulagement à ce niveau-là. Donc pour un dyslexique, l'adaptation du texte en fait avec des couleurs, de séparation de syllabes, tout ça. Et pour un dyspraxique, tout ce qui est mise en page en fait, donc des visions là dans l'exemple, c'est assez clair. Ouais, c'est-à-dire que là, enfin bon, c'est juste rapidement les idées les éléments dont on peut bénéficier avec l'informatique, c'est effectivement d'essayer d'apporter un confort de lecture à l'élève en jouant sur les couleurs, l'espacement entre les lettres, etc. Ou même apporter de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale pour lire les énoncés, ou même des notes audio, ce genre de choses. On va pouvoir compenser chacun des handicaps. Et pour la dyspraxie, rien que le fait de mettre en page automatiquement, ça va le soulager. Donc ici, j'ai repris cette image, c'est un ergothérapeute qui a fait, je l'ai trouvée sur Internet, je n'arrive pas à savoir qui l'a fait, mais j'adore cette image parce qu'elle résume aujourd'hui la complexité du monde logiciel pour les BIS, en fait. Et c'est assez impressionnant, la quantité d'outils différents qu'on est obligé de combiner. C'est une question pour vous, en fait, quand vous prescrivez l'ordinateur, combien d'outils vous mettez avec? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire, juste pour qu'on puisse avoir un retour de votre part par rapport à ça? Dans cet exemple-là, on voit, c'est 7 ou 8 minimum. Et en fait, c'est tous des catégories, d'outils différentes. Et à chaque fois, en fait, on aura la complexité d'avoir géré tout ça, comme François disait, écrire d'un côté, faire son exercice de mathématiques de l'autre côté, regarder son PDF de l'autre côté. Parce que la principale difficulté, je pense que vous l'avez déjà constaté, hein, c'est pas forcément finalement d'avoir beaucoup de logiciels, parce qu'à la limite, si tous les logiciels étaient enfin, voilà, s'il n'y avait que des logiciels très bons dans leur tâche, on pourrait envisager de les combiner. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément intercompatibles et que rien que cette intercompatibilité, elle pose beaucoup de soucis. Est-ce qu'avant qu'on continue, il y a quelqu'un qui veut intervenir par rapport à ça? Et je vois qu'il y a certaines personnes qui ont mis un commentaire. Est-ce que vous voulez peut-être partager votre expérience, comment vous vous sentez en fait par rapport à cette quantité de logiciels? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt à l'aise et vous pensez qu'il n'y a pas de souci là-dessus? J'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas à prendre la parole, mettre une petite main. Christelle, peut-être. Bonjour. Bonjour. En fait, la plupart des logiciels que je préconise sont des logiciels gratuits en dehors de Word, qui maintenant on arrive à avoir en trichant un peu pour pas très cher. Sinon ici, j'avais rien du tout financièrement au niveau des aides dans la région où je suis. Il n'y a pas d'aide pour les logiciels. Donc c'est vrai qu'il me manque toujours des petites choses. Si on pouvait avoir quelque chose de plus simple, ça serait bien. Après, ce qui m'inquiète, c'est… La MDPH qui ne paye Alors, en fait, j'interviens sur 2 départements. Un premier département où les 2 départements disent, la MDPH dit « fournissez leur matériel ». Après, c'est l'Éducation nationale qui fournit. Et donc, dans le 89, l'Éducation nationale fournit le matériel une fois que les enfants savent utiliser. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir le matériel pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, ça, c'est une galère. Mais par contre, après, j'arrive à avoir 1 ou 2 logiciels payants. Et la MDPH, et l'Éducation nationale dans la Nièvre ne fournit aucun logiciel payant. D'accord. Rien. Ok. Donc, en fait, je voulais déjà répondre tout de suite à cette question sur le pli, sur comment ça fonctionne. Donc, on a beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que, déjà, je voulais dire qu'en tout, c'est une entreprise sociale et solidaire. Et tout le profit, tout ce qu'on a, c'est vraiment pour le développement de l'application. Donc, nous, on a longtemps hésité par rapport à le pli et comment faire fonctionner. Donc, déjà, on a trouvé deux solutions. La première, c'est être à fond auprès de la MDPH, auprès même de l'Éducation nationale, des référents numériques dans les académies pour que ça soit pris en charge le maximum possible. Et de l'autre côté, offrir une version gratuite de Cantu
Donc, on vous présentera bientôt, mais déjà la partie adaptation du texte, qu'on sait que c'est un vrai besoin pour tous les dyslexiques, c'est complètement gratuit, c'est pas du tout le but de Charles là-dessus. Et je sais aussi que pour tout ce qui est demande MDPH et tout, ils n'acceptent pas les abonnements. C'est une vraie problématique. Alors, déjà, je voulais dire pourquoi on offre un abonnement. C'est parce qu'en fait, c'est toute l'équipe qui est là derrière et on ne fait pas juste une solution et on met sur la nature et on la laisse comme ça, telle qu'elle. On est vraiment une équipe qui est derrière et qui assure en fait le suivi et l'adéquation en fait de la réponse par rapport aux besoins. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, c'est on a un outil pour les opérations. Et en fait, tous les jours, on a des demandes justement pour pouvoir l'améliorer, ajouter des couleurs, de pouvoir ajouter des méthodes différentes de soustraction. En fait, je ne savais pas, mais les 3 différents, les nouveaux au Canada. Et tout ça, en fait, on est capable de le faire justement parce qu'on a ce côté abonnement. Au-delà de ça, en fait, on va toujours ajouter plus d'outils. En fait, on a un rythme aujourd'hui où on ajoute une fonctionnalité par semaine dans le logiciel. Donc, il y a un mois, ça a été l'agenda. Il y a 3 semaines, ça a été l'emploi du temps. La semaine dernière, je pense que c'était la partie… il y avait l'EPUB. Non, l'EPUB, c'est ce qu'on va ajouter, la physique-chimie. Il y a la partie carte mentale, il y a la partie frise chronologique. Enfin, bref, il y a énormément d'outils qui arrivent, donc c'est pour ça. Mais de toute façon, on sait que pour l'MDPH, s'en foutent. Enfin, en tout cas, c'est difficile pour eux de gérer l'abonnement. Donc, en fait, on fait un prix d'achat définitif qui est à 189 € et qui, du coup, vous pouvez utiliser en fait quand vous faites vos prescriptions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails par rapport à des devis et on pourra vous faire des devis pour la MDPH. Excusez-moi, donc ça veut dire que, j'étais vite fait sur le site parce que moi, j'ai adhéré tout de suite à Cantou, mais vous n'étiez pas prêt, donc j'ai laissé vaquer le temps et je ne m'en suis vraiment pas du tout occupée. Ça veut dire qu'à la place d'un abonnement à 14 € par mois, il y aurait un achat et après, tu peux y aller autant. Donc pour les MDPH, oui, on fait ça, sachant que par contre, du coup, la version, ça sera un peu différent. On aura une version qui fonctionnera pour un ordinateur avec une version figée en fait de Cantu Scribe avec un autre fonctionnalité. Par version, on va devoir fonctionner par version. C'est un Donc, achat. en fait, dans la version d'aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir l'agenda qui est déjà, Cantu plus l'agenda plus l'emploi du temps. Par contre, dans la version d'après, on va ajouter la frise chronologique, la physique-chimie, les cartes mentales, et ça, il n'y aura pas dans l'achat définitif fait. Il n'y a pas de mise à jour, quoi, en fait. Exactement. C'est ça, ouais. On peut pas tout avoir, en fait, malheureusement. Mais en fait, on est vraiment à votre écoute. On essaie de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Et on sait que là, on n'a pas pu faire quoi que ce soit parce que de toute façon, ils n'acceptent pas les abonnements. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une mise à jour avec si par exemple la MDPH prend le devis et achète l'achat définitif et qu'il y a une possibilité de payer une extension pour une mise à jour, ça c'est possible ou pas? Oui, exactement, c'est l'idée en fait, de faire quelque chose vraiment pas cher, genre 5 € par mois ou même pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on a encore besoin d'étudier. Ou plutôt des mises à niveau, oui, c'est plutôt voilà, comme oui, sur une mise à niveau, du coup, on peut, parce que comme les dossiers MDPH, on les fait une fois par an, on peut demander la fois d'après une mise à niveau du logiciel et ça peut être accepté. Ça serait l'idée. Ouais, voilà. En tout cas, nous, on s'est concentré là sur fournir une solution, mettre en place une solution qui permette de satisfaire cette problématique MDPH. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on a travaillé, c'est ça qu'on a fourni. Donc là, je propose qu'on avance un peu pour rentrer dans le vif le sujet qui c'est quand on écrive et on pourra toujours répondre aux questions. Donc là, notre objectif, c'est vraiment tout à un.
pour 100% du programme scolaire. Donc, c'est très ambitieux comme objectif. Comme je disais, notre but, c'est vraiment co-construire avec vous, les ergothérapeutes, les orthophonistes professionnels de santé, en essayant de donner de l'autonomie, en fait, maximum possible aux enfants. Donc là, voilà le panel de fonctionnalités qu'on a aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout rassembler. On va rentrer dans le détail de chacune de ces fonctionnalités. Et pour faire ça, en fait, ce que je propose, c'est de rentrer un peu dans ce livre blanc. C'est quelque chose qu'on a conçu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès. Je propose qu'on regarde ensemble parce que l'écran. Voilà. Donc, c'est un document que vous pouvez regarder vous et vous pouvez aussi transférer à vos parents ou à vos collègues thérapeutes si vous souhaitez. Donc, le but ici, c'est de présenter comment l'ordinateur peut aider un enfant 10, comment choisir le matériel informatique, des logiciels à choisir et surtout les outils numériques pour la prise de cours. Excuse-moi, j'ai pas suivi ce livre blanc. On peut le trouver où, du coup? Il est sur l'application? Non, il est sur le site, en fait. Je peux vous envoyer le lien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe Canto qui peut mettre le lien en commentaire? Gabi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux mettre le lien pour le livre blanc en commentaire sous l'article de blog ici? Donc, en fait, en tout cas, on va vous envoyer par mail aussi à tous ceux qui sont inscrits, on vous enverra par mail. Donc, la première question qu'on répond, c'est comment l'ordinateur va pouvoir aider un enfant 10. Donc, ça, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu clair. Et là, on aide aussi à comment choisir le matériel informatique, notamment au niveau des fonctionnalités techniques. Donc, en termes de RAM, de carte de mémoire, processeur, écran. On peut peut-être faire juste un petit point parce que justement, c'est quand on a vocation à être ergothérapeute, on n'a pas forcément vocation à être informaticien à la base. Donc je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, les métiers se regroupent presque. Mais voilà, ça peut être une problématique peut-être que vous avez rencontrée de savoir comment conseiller des parents sur un matériel informatique. Pour que le prix ne soit pas trop élevé et en même temps que l'ordinateur a une bonne performance. Alors, la première chose, c'est au niveau de la RAM, éviter tout ce qui est en dessous de 8 Go octets de RAM. 16, c'est même mieux si c'est possible. Ce n'est pas forcément une caractéristique qui est très chère, mais par contre, si c'est là en dessous de 8, vous allez le ressentir. Au niveau du système d'exploitation, donc je ne vais pas rentrer dans les garde-chapelles. Nous, on conseille quand même Windows juste dans le sens où c'est quelque chose qui est plus courant et du coup plus répandu. Donc, on trouve plus facilement des aides, des informations sur le sujet. Mais à savoir, quand Script, c'est compatible avec Mac, Windows, Linux, Chromebook. Donc là, vous avez le choix. Au niveau du disque dur, je conseille SSD, c'est un peu plus cher, mais par contre, ça va de bien meilleure performance, ça va beaucoup plus vite. Par contre, au niveau de la taille de stockage, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir un gros disque dur si les parents ont un budget serré, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de stocker énormément de vidéos, des choses comme ça. Au niveau des processeurs, si le budget est vraiment serré, vous pouvez partir sur un i3. Mais sinon, i5, c'est idéal. i7, ça ne sert à rien. Voilà. C'est juste une information que vous allez retrouver sur les fiches techniques des ordinateurs, tout ça. Pensez à la connectique. Pensez qu'il y aura sûrement besoin de connecter des choses par port USB. Donc, voilà, idéalement, signaler aux parents que c'est intéressant de s'intéresser à ça. Et au niveau des tailles d'écran, alors c'est un équilibre à trouver entre un grand écran qui va offrir plus de confort pour travailler et le poids que ça va induire. Mais en dessous de 13 pouces, je trouve que c'est quand même difficile de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, voilà pour les conseils qu'on avait à donner là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un...
Si quelqu'un veut ajouter quelque prendre la chose. parole, Voilà. il ne faut surtout pas hésiter. Alors après, moi, sur les enfants que j'accompagne, c'est vrai que 2 ports USB, c'est just, quoi. Alors après, c'est Ouais. souvent des enfants qui ont Dragon, donc il faut brancher le casque. Mais s'il faut brancher le casque en USB, plus une clé USB, eh ben, on ne peut plus rien brancher d'autre, quoi. Alors après, Ouais. il existe, j'ai un enfant, la maman a trouvé ça, un démultiplicateur de Ouais. ports USB. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, mais 2 ports USB, c'est un peu juste, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le déduplicateur, effectivement, aide beaucoup. Mais l'idéal, c'est d'en avoir des deux côtés, en fait, de l'ordinateur, Ouais. parce que du coup, ça va permettre d'alterner un peu. Mais si on a la souris scan, enfin, voilà, C'est de ça. suite, Exactement. on se retrouve un peu coincé. C'est ça. En tout cas, vous avez un informaticien expert ici, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, même plus tard. Oui, non, mais par contre, c'est vrai, c'est qu'en fait, Quantouscribe, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'être là pour essayer de vous décharger de ces problématiques techniques et de pouvoir répondre à vos questions là-dessus aussi, quoi. C'est de pouvoir... parce qu'on sait que c'est pas forcément votre métier de base, quoi. Moi, j'évite énormément les ordinateurs de 13 pouces, quoi. Je pousse vraiment. Puis ici, c'est du 15 pouces qui vient et ça m'arrange bien, quoi. Je trouve Ouais, que 13 ouais, voilà. pouces, je suis même pas sûre que ça existe avec des pavés numériques intégrés sur un 13 pouces. Ah oui, c'est vrai ça. que j'ai oublié ça. En fait, J'en ai jamais vu, moi. Ah, Je préfère aussi 15 pouces pour ça. ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Sauf pour les myopathes qui doivent avoir quelque chose de très léger. Sinon, Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et oui, le pavé numérique, ouais, important. En termes de logiciel, un petit rappel pour ne pas oublier le choix de navigateur, d'antivirus et en agenda. Donc, nous, on conseille assez fréquemment Chrome parce que c'est très bien répondu. Il est en service client, enfin, une maintenance derrière qui est assez importante. Ce qu'on ne retrouve plus chez Firefox ou d'autres logiciels, d'autres navigateurs. Il ne faut pas oublier l'antivirus, ça évite des problèmes plus tard. Des fois, enfin, il n'est pas toujours nécessaire de prendre des payants et de très cher. Il y a des choses, c'est bien qui existent, mais il ne faut surtout pas oublier. En fait, juste pour revenir, surtout sur Chrome, le point le plus intéressant, en fait, c'est que si vous utilisez Quantouscribe avec Chrome, vous allez avoir une reconnaissance vocale qui est super, quoi, qui est celle de Chrome. Ouais, en fait, pour vous expliquer, dans la reconnaissance vocale chez Quantou, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre la reconnaissance vocale du système. En fait, si vous êtes sur Chrome, ce sera la reconnaissance vocale de Chrome. Si vous êtes sur Safari, donc sur Mac, ce sera la reconnaissance vocale de Safari. Par contre, si vous installez, ben là, ce sera la reconnaissance vocale de Windows et la reconnaissance vocale de Mac. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne hors ligne aussi. Si vous êtes sur la version tablette et sur iPad, c'est pareil. Si vous êtes sur votre smartphone, c'est pareil. Donc, en fait, souvent, le device, ouais, l'outil, voilà, vous n'allez pas retrouver la même qualité de reconnaissance vocale, même des synthèses vocales. Donc, on vous explique ça juste pour que vous compreniez si vous retrouvez des incompatibilités. Enfin, pas de c'est surtout pour que si vous avez quelqu'un qui a vraiment besoin de la reconnaissance vocale, sachez que voilà, si vous utilisez Quantou avec Chrome, il va avoir une bien meilleure reconnaissance vocale, quoi, et ça peut l'aider. C'est ça. En termes d'agenda, il ne faut pas oublier, parce qu'en fait, on va parler de logiciels pour les cours, mais l'agenda, c'est aussi important. À savoir que nous, désormais, un agenda à l'intérieur de Quantouscribe, on va vous montrer comment elle fonctionne, mais cette partie, c'est aussi importante. Donc là, on rentre sur le vif du sujet, le logiciel pour la prise de cours. Donc là, on va entrer dans les détails de chacun des logiciels et on va montrer en même temps Quantou. Comme ça vous permet de découvrir l'application. Du coup, hop, je vais ouvrir le logiciel. Donc, en gros, là, le livre blanc, l'objectif, c'était d'essayer de présenter pour chaque trouble qu'est-ce qu'on pouvait apporter d'un point de vue informatique et qu'est-ce qui existait aujourd'hui. Nous, on en propose des solutions, mais il y en a d'autres qui existent. Donc, on cherche à être transparent là-dessus. C'est pour ça qu'on ne fait pas un focus sur Quantou dans le livre blanc. Hein. C'est pas une vocation à être un document publicitaire, c'est plutôt un document informatif.
Donc, c'est pour ça que voilà, vous pouvez Le le partager. Il y a pas de... Il y a simplement un petit encart qui dit Astuce Cantu, qui dit que ce que nous, on fait à ce niveau-là, mais tout le reste de chaque page est... Moi, je galère avec PDF Exchange, je ne peux plus là. Bon, je me demande de m'excuser. Donc là, on rentre dans l'application. Donc là, c'est le premier écran. Je vais essayer de donner un aperçu global. Donc, si vous connaissez déjà, ça peut être un peu fatigant. Donc, je vais faire un focus surtout sur les choses moins évidentes. Comme ça, vous comprenez le tout. Donc ici, écran cartable, donc c'est là où vous retrouvez les matières. Vous avez un petit bouton ici pour ajouter des matières et là, vous pouvez vraiment choisir celle qui vous avez envie. Il y en a, je peux mettre par exemple sport. Hop. Et après, je peux choisir des couleurs, je peux vraiment customiser. Il doit y avoir des icônes de sport. Et la matière, voilà, elle apparaît ici. Donc là, j'ai pour mon année scolaire. Quand je vais rentrer dans l'application, en fait, je vais choisir ma classe. Donc là, j'ai un exemple avec 5e, classe B. Et en fait, ça, c'est mon cartable pour la 5e. Et si, par exemple, je change d'année scolaire, ben, je peux venir ici et je peux créer une nouvelle classe où je vais choisir. Donc là, j'étais en 5e. Donc là, je vais passer en 4e. Et je peux choisir A. Et là, j'ai un tout nouveau cartable qui va commencer, sachant que mon cartable précédent, il sera toujours disponible, donc je pourrai venir ici et je vais la retrouver dans la liste. Donc, c'est celui que j'avais tout à l'heure et hop, je vais la retrouver. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les fichiers des élèves vont être stockés et ils vont être disponibles à n'importe quel moment s'ils ont une question et qu'ils veulent aller retrouver son fichier. Donc là, je vais entrer dans l'intérieur de mon matière mathématique et je vais retrouver mes cahiers, comme dans la vie réelle. J'ai un cahier de cours, un cahier d'exercice et j'ai aussi un cahier d'évaluation. Ici, je peux choisir en fait la typologie de mon cahier. L'idée étant de cahier d'évaluation, en fait, c'est un cahier spécial avec des outils vraiment conçus pour les aider, notamment… Pour les examens, surtout, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour pouvoir les mettre dans des conditions d'examen. Alors, il est encore en développement, hein, ce cahier d'évaluation, mais le but, c'est qu'on puisse contrôler à quels outils ils ont accès durant une évaluation pour les mettre dans une situation. Parce qu'en fait, un des gros problèmes aujourd'hui qui est remonté par des enseignants, souvent en général, c'est oui, mais il a l'ordinateur, donc il a les solutions, en fait, donc je ne peux pas l'évaluer. En fait, notre réponse, c'est ça, c'est que si, dans un cahier, quand il est en mode évaluation, il ne va plus avoir accès aux cours, il ne va plus avoir accès à ses notes, il va pouvoir dire s'il a droit ou pas à la calculatrice, s'il a droit ou pas à tel outil de Cantu qui peut donner un avantage par rapport à notre élève. Par exemple, le correcteur orthographique dans une activité de dictée, ça ne paraît pas très pertinent de le laisser à disposition. Donc, c'est ce genre d'outil qui va pouvoir bloquer. Et ça va s'afficher sur la copie. Et ça ne sera pas retirable. Ce qui fait qu'on va pouvoir garantir au professeur que l'élève n'a pas pu tricher, qu'il n'avait pas ces outils à disposition pendant l'évaluation. En fait, on va même inscrire du coup l'heure de départ et l'heure de fin d'évaluation. Et du coup, ce qu'on garantit au professeur, en fait, c'est qu'entre le début et la fin, l'élève n'avait pas accès à ces outils. Et à savoir, on a de l'expérience avec ça, parce que notre logiciel précédent, Mathéos, il a déjà été utilisé pour le brevet des collèges, et on a des super bons retours. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit vidéo de ce qui arrive dans l'application assez prochainement. On a une équipe qui travaille dessus. Donc, on estime que d'ici la fin du mois, on aura ça disponible. Un peu plus longtemps. Je pense plutôt demain. Voilà, on y travaille. Et l'objectif, c'est qu'on puisse accompagner l'élève pendant toute sa scolarité, y compris dans le passage des examens. Et on peut se battre aussi pour que ce soit la même chose pour le bac, en fait, et qu'il n'aura pas de souci pour utiliser Cantu. C'est ça. Je ne sais pas s'il a des questions par rapport à cette partie examen, parce qu'on sait déjà que c'est quelque chose qui suscite beaucoup de questions. Du coup, là, vous dites que Cantoscribe, il est accepté au niveau du brevet ?
Alors- Mathéos l'était, qui était Oui. l'ancêtre de Cantus Scribe. Et là, on a repris exactement le même fonctionnement de Mathéos. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. D'accord. Simplement, on n'a pas, ce que vous voyez à l'écran, on est encore en train de faire le développement informatique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible dans l'application. Et c'est ça qu'on va finir d'ici la fin du mois ou dans un mois et demi. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas accepté du coup, au niveau du brevet. Voilà. Ok, je vais juste faire une petite parenthèse pour essayer de répondre à des questions. Est-ce qu'on peut ouvrir Cantu sur les iPads? Oui, vous pouvez. Il suffit d'aller... Il y a un tutoriel en fait sur Ouais, le c'est ça. site. Si vous allez sur le site Cantu, dès que vous êtes sur votre espace client, vous voyez qu'il y a trois façons d'utiliser le logiciel. Il y a soit par le web. Donc, le web, c'est ça. Hein, je suis simplement sur mon navigateur. N'importe quel ordinateur, n'importe quel endroit. Donc, si l'enfant il est chez la grand-mère, il n'y a pas de raison qu'il n'accède pas à son cours. Ou si les parents, par exemple, sont au travail, ils veulent jeter un coup d'œil sur les cahiers, bah, ils ont simplement à aller sur cette adresse, entrer l'identifiant, le mot de passe, c'est bon. Sinon, hop, vous avez ici la version téléchargeable pour ordinateur. Donc, Mac, Windows et Linux. Et cette Linux est aussi compatible Chromebook. Et là, pour répondre à la question, version iOS, vous cliquez ici, il y a un tutoriel qui va s'ouvrir pour vous expliquer comment installer ça. Et à savoir, vous pouvez aussi faire ça sur vos smartphones. C'est aussi possible. Donc, en fait, c'est très simple. C'est une nouvelle technologie assez révolutionnaire qui s'appelle les Progressive Web Apps. Ou en gros, c'est quand vous cliquez sur le bouton, il y a une option pour l'ajouter à la page d'accueil. Et en fait, ça va les installer sur la page d'accueil et en même temps, ça va télécharger toutes les informations. Donc, ça sera bien disponible hors ligne, je précise. Voilà. Deuxième question, peut-on lire un document scanné en image avec les retours vocaux? Oui, c'est possible. On va vous montrer comment faire. Et oui, pour supprimer des matières dans les cartables. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez controverse parce qu'en fait, ces matières-là, et même les cahiers, les chapitres, on a peur de laisser la suppression et que l'enfant les fasse par erreur. Donc, imagine qu'il a passé 3 heures sur son cahier, qu'il a fait un truc un an même sur son cahier de maths et qu'il le supprime. C'était ça notre le danger. inquiétude. Voilà. Après, aujourd'hui, on est un peu plus serein parce qu'en fait, on a des sauvegardes, on garde un historique quand même des fichiers pour essayer de pouvoir retrouver une version s'il y a eu une perte de données. Et on va mettre en place un bouton de suppression avec une sécurité où on va demander à l'élève de confirmer qu'il veut bien supprimer ce cahier-là, en lui demandant d'écrire le nom du cahier ou de la matière pour être sûr que c'était bien, qu'il ne fait pas une erreur, quoi. Donc voilà. Et en fait, on fait attention à tout ça pour éviter des erreurs Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de mettre un système de code, par exemple, pour vraiment sécuriser? Est-ce que vous avez réfléchi à tout? On y pensait, on hésite un peu. Moi, je ne suis pas très mot de passe pour parce que le but, c'est de rendre l'élève autonome. Et bon, je pense que la confirmation écrite de la suppression, ça devrait quand même régler la grande majeure partie des cas. Mais si effectivement on se rend compte que il y a quand même des élèves qui suppriment malgré tout par erreur, effectivement, je pense qu'on mettra un système en place de mot de passe parental ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on aimerait bien avoir vos avis là-dessus. Qu'est-ce pensez-vous en fait par rapport à ça? Est-ce que le mot de passe, ça peut être une complexité? Ou est-ce qu'à l'inverse, on pouvait juste laisser sous pression et pas s'inquiéter? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai posé la question par rapport à la suppression des matières, parce qu'en fait, à la création du cartable sur Cantu d'une jeune que je suis, en fait, elle a créé au moins 3 fois mathématiques, 4 fois français, parce que
Elle a des petits problèmes d'attention. Et du coup, en fait, j'ai peur que vite, elle enregistre un peu n'importe où. Et est-ce que on pourrait peut-être, enfin, vous pourriez peut-être, par exemple, par exemple, si ça a été, je ne sais pas si vous avez la possibilité, mais si ça a été créé tout de suite, de pouvoir le supprimer tout de suite. Et dès qu'il y a quelque chose qui est dans la, quand on a créé, quand on a commencé à écrire dans le cahier, et ben non, on ne peut plus le supprimer peut-être. Ou alors avec un Ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça, Ouais, c'est une bonne idée. supprimer que les cahiers vides. De toute façon, on peut supprimer aujourd'hui un chapitre quand même. Ouais. Alors, bon, de tous les cas, on réfléchit, on va vous faire une proposition et du coup, le but, c'est de vous avoir votre validation à chaque fois. J'ai une astuce quand même, c'est que vous pouvez créer une classe test. En fait, du coup, si vous avez une classe qui est déjà un peu polluée, bah, vous pouvez créer une nouvelle classe. Genre, par exemple, ici, j'ai un test où j'ai fait des tests où là, par exemple, je peux avoir 3 fois mathématiques, ce genre de choses, et après avoir une pour de vrai, où là, c'est vraiment celle que j'utilise en classe et comme ça, je peux m'en trouver. Donc voilà, et il y a plusieurs façons de résoudre le problème. On réfléchit. Tu voulais Voilà. prendre une autre question? Ouais, je voulais juste passer à la suite et après, on reviendra un peu sur les questions. On essaie de faire un peu les deux. N'hésitez pas toujours à prendre la parole, on est vraiment là pour vous. Donc, on arrive sur l'interface principale. Là, on a les côtés. On a vraiment. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ça. On a essayé d'avoir des zones, en fait, pour que ce soit facile pour vous d'expliquer. Donc, ici en haut, on a la zone navigation. C'est vraiment la zone où je peux me retrouver. Donc là, en un clic, hop, je retourne sur mon cartable. Là, en un clic, hop, je passe sur mon agenda. Et là, ici, je peux avoir en fait une transition entre mes différents cahiers. Donc, l'objectif avec ça, hop, je vais faire l'exemple avec mathématiques, c'est si j'ai un cahier de cours, ici, je vais faire la même chose. Si enfin, vous voyez, j'ai un cahier de cours, un cahier d'exercice, j'ai plusieurs choses. Donc, en fait, ici, je peux switcher assez facilement et gagner du temps. En fait, plutôt qu'à revenir sur l'écran cartable, sélectionner ce que je voulais, et ainsi de suite. C'est ça. En fait, toute l'application, on l'a conçue parce que pour répondre à des problèmes bêtes, mais qui étaient problématiques avant, c'est que quand le professeur dit bah, maintenant, vous ouvrez vos cahiers d'exercice, l'élève qui était sur ordinateur, c'était pas si simple en fait pour lui d'ouvrir son cahier d'exercice. Voilà. Et du coup, bah, voilà, ici, il a un bouton qui fait ça. Voilà. Et il a aussi un bouton ici pour créer un nouveau chapitre de façon assez simple pour qu'il ne perde pas de temps avec ça si jamais le prof il passe un nouveau chapitre. Donc voilà, zone navigation, je répète. Ici, on arrive sur la zone cahier, tout simplement. On a la zone pour écrire des textes avec les boutons un peu au crayon. Là, on va vraiment écrire. On a fait le parti pris d'ajouter très peu de boutons ici. C'est justement pour pouvoir aider en fait, à décharger visuellement. Si vous cliquez une fois, ça va rester figé, donc ça ne va pas bouger et vous pouvez continuer à utiliser votre cahier. Si vous cliquez une deuxième fois, ça va disparaître. J'en profite pour signaler ici qu'en fait, on va améliorer un petit peu cette zone-là. Donc, on va ajouter le changement de taille de police et en fait, on va ajouter un système ici pour pouvoir enregistrer ces titres, sous-titres, etc., comme l'élève les souhaite avec les couleurs qu'il veut, etc. Un peu comme ça fonctionne dans Google Docs. Donc ici, option d'insérer des images, des fichiers et des formules. Donc c'est comme OneNote et comme Google Drive. Le but, c'est d'avoir tous ces fichiers au même endroit. Donc vous voyez, par exemple, ici, j'ai un fichier PDF, ici j'ai un fichier DocX, je peux avoir un fichier Excel, je peux avoir un fichier Paint, peu importe. Je peux ajouter mes fichiers. L'intérêt étant, par exemple, si on est en cours et l'enseignant il donne une feuille volante. Et en fait, comme ça permet à l'élève de mettre exactement à l'endroit où l'enseignant parler de ce sujet ou il a fait l'exercice, comme ça il peut se repérer dans l'espace après. À noter aussi qu'on est en train de travailler sur un système pour avoir une prévisualisation de ces fichiers, de pouvoir, d'un clic, je peux ouvrir ici le PDF et avoir une petite visualisation
du PDF directement dans le cahier. Voilà, sachant que si je clique, hop, je vais passer ça en bas. Simple. Si je clique sur mon PDF, il va s'ouvrir en fait dans mon plugin de droite, mon outil de droite. Donc là, c'est si j'insère un fichier. Si je veux insérer une image, bah, elle va apparaître ouverte comme ça et elle ne va pas apparaître en format fermé comme ça. Donc là, j'ai mon PDF qui est ouvert. Donc voilà, zone cahier. Ici, je peux télécharger en fait tous les contenus de mon cahier en format PDF et en format docx. Et ça, c'est utile notamment si je veux partager avec mon enseignant, avec vous les ergothérapeutes. Donc là, c'est intéressant pour ça. Voilà, sachant que c'est deux choses sur lesquelles il y a encore des petits bugs, on est au courant, on est en train de les corriger. Donc voilà, si vous avez des bugs aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on corrige régulièrement, toutes les semaines, on fait des mises à jour pour corriger ce genre de bugs. Juste un petit point aussi ici, c'est vous pouvez insérer des captures d'écran. Simplement, ça ne fonctionne que sur la version desktop. Ça ne fonctionne pas sur la version en ligne. Vu que c'est celle que vous utilisez le plus, je vais vous la montrer ici. Vous voyez que... C'est un peu long. Capture l'écran. Oui, c'était beaucoup de choses ouvertes sur ton... Oui, je suis désolée. Donc là, j'ai choisi la partie de l'écran que je veux garder. Je sélectionne, je confirme. Ça va m'ajouter à la fin de mon clic. C'est une vieille version que tu as, c'est ça? Oui. Ok, voilà. Là, elle avance, donc je me permets d'avancer plus vite. Ici, donc, partie cahier. Ici, on vient sur la partie outils. Donc, outils, on commence avec les correcteurs orthographiques. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on est en train de travailler dessus. On sait que pour l'instant, il n'est pas très performant. Enfin, comment, en fait, il est performant, simplement, il fait que de la correction orthographique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de correction grammaticale. Donc, il faudra attendre encore pour avoir la version grammaticale. Je vous rappelle que vous pouvez aussi changer la langue du logiciel en venant sur le menu principal. Donc là, c'est en français, mais vous pouvez mettre en anglais et en portugais, si vous souhaitez. Ça peut servir, enfin l'anglais, ça peut servir pour les cours d'anglais, hein, justement. C'est ça le... C'est ça l'intérêt. C'est pas si vous avez des élèves, des patients anglophones, mais plutôt pour les différentes matières. C'est ça. On a déjà eu une question. Est-ce que c'est compatible avec Antidote, peut-être Lexibar ou d'autres correcteurs orthographiques? En fait, on est en train de faire le nécessaire pour que ce soit les cas, pour que ce soit compatible. Parce que notre but, c'est de les dire, et du coup, s'il y a un outil qui est performant, on va les faire. Mais sachez qu'en fait, on travaille avec un laboratoire de recherche en sciences cognitives, le laboratoire CRK à Poitiers. Et là-bas, on a un des plus gros spécialistes sur la dyslexie en France. Et en fait, on fait un projet justement pour faire un correcteur orthographique qui prend en compte l'intelligence artificielle et qui est capable de prévoir des fautes des dys assez puissantes. Donc, je sais que c'est un peu difficile, on vous demande un peu de patience, mais en tout cas, on vous promet qu'on travaille dessus et on va faire quelque chose de vraiment, vraiment pertinent. Ensuite, je vous montre l'adaptation du texte. Donc là, il est possible de changer la police. Donc là, Open Dyslexique, parce que c'est quelque chose qui est très courant au monde des dys. Je peux augmenter la taille de façon assez fluide. Ici, je peux aussi changer l'espacement, soit entre mes lignes, soit entre mes mots, entre mes syllabes et mes lettres. On sait que entre les mots, c'est très bénéfique pour les dys. Donc là, par exemple, je vais ajouter. Donc, vous voyez, c'est assez fluide. Vous pouvez interagir, faire des tests avec vos patients pour voir quel est l'affichage le plus intéressant avec eux de façon assez fluide. Vous pouvez mettre des séparateurs de syllabes. Vous pouvez choisir le séparateur. Il suffit d'y cliquer
et il va se mettre en place. Et derrière, les plus intéressants, c'est la colorisation. Donc là, la colorisation, on va pouvoir la faire par mot. Donc quand j'ai cliqué, il y a des propositions de couleurs là-dedans. Je peux soit supprimer ces couleurs-là, si je veux, s'il y en a trop, je veux que 2. Je peux aussi les ajouter. Vous voyez, on a tout fait pour que ça soit rapide, pratique, facile à mettre en place, que l'élève s'y sente même autonome pour faire le même. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, c'est fluide. Voilà. Par syllabe, c'est la même chose. Et par son, je te laisse présenter. Non, et vous pouvez effectivement, la colorisation par phonème, en fait, elle va pouvoir aider l'élève, notamment dyslexique, à lire en s'appuyant du coup sur des couleurs pour identifier les phonèmes et savoir comment les prononcer, ou l'élève dysphasique, tout à fait, merci. En gros, le but, c'est ça, c'est d'essayer de jouer sur d'autres zones du cerveau pour compenser les troubles de la lecture ou de la prononciation. Voilà. C'est aussi possible de jouer sur les paramètres de l'interface. Notamment, je peux tout remonter si je souhaite pour avoir quelque chose de plus grand, en fait, les titres, les choses. Enfin, c'est possible. Donc voilà, ça c'est l'outil adaptation du texte qui est disponible même sur la version gratuite. Donc n'hésitez pas à prescrire pour la version gratuite parce que je pense qu'elle est assez performante. J'ai continué, on a le prédicteur de mots, donc à la fois orthographique et à la fois phonétique. Le but étant j'active et vous commencez à écrire le mot, il va faire des propositions. C'est ça. Sachant que là, pour le coup, on a voilà, on peut sélectionner le mot et l'écrire comme ça. Donc, on a un bon prédicteur orthographique. Au niveau de la prédiction phonétique, on est en train de s'améliorer. On a du travail à faire. Mais le but, c'est qu'effectivement, par exemple, gâteau, GATO, ils comprennent que c'est GATEAU ou ce genre de choses, quoi. Ou oiseau écrit OAZO, qu'ils soient capables de reconnaître ce genre de choses. Donc, on a des idées, on a déjà un début d'algorithme qui permet de faire ça plutôt pas mal. Simplement, il nous manque un peu de temps pour vraiment finaliser toute l'intégration et que ça soit disponible directement dans le cahier, quoi. Voilà. Je répète encore une fois, toutes les semaines, on a des mises à jour et on améliore tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à votre utilisation. En fait, si vous trouvez que quelque chose est assez prioritaire et qu'il faut qu'on se dépêche et qu'on se concentre sur le sujet, on est toujours à l'écoute. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de sujets différents, en fait. Et on essaie de jongler tout ça pour offrir la meilleure réponse le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus. On est vraiment à l'écoute. C'est ça. Je veux regarder un peu les questions. En question d'Aurélie, est-ce qu'il sera possible de bloquer les correcteurs orthographiques par matière, par exemple anglais, pour que la matière anglais, français... Enfin, en fait, si je comprends bien... Oui, pour qu'on n'ait pas à changer la langue du correcteur à chaque fois qu'on change de matière, c'est ça. Oui, on va sûrement essayer de faire un système comme ça. On va essayer de garder en mémoire par matière qu'est-ce qui était activé. Simplement, pour le moment, on a une solution. C'est un petit peu pénible de le faire, mais on a une solution. Et vu qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a encore pas de solution, on va commencer d'abord par mettre ça en priorité, je pense. Mais effectivement, on a noté. C'est bien. Merci de le signaler. Et une autre question, c'est envisagez-vous les correcteurs espagnols et italiens? Donc ça, je pense que c'est facile à mettre en place. Oui, en fait, il faut qu'on ajoute des langues, etc. Pour le moment, aujourd'hui, on essaie de se concentrer sur le français parce qu'on on a déjà pas mal de choses à faire. Mais oui, on voudrait ajouter toutes les langues européennes. Simplement, il faut souvent des gens pour nous aider à faire
faire ça et qu'on ne les a pas forcément sous la main. Mais pour les correcteurs, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Comme vous voyez, il a déjà 2-3 langues. Et du coup, pour les correcteurs, c'est facile. Ouais. J'imagine que c'est la question est pour les langues vivantes. Voilà. Mais... Je me permets juste de l'accélérer parce que le temps il passe trop vite. Donc, ensuite, en termes de lecture vocale, hop, ici, j'ai l'option lecture vocale. Quand j'active ici, je peux choisir la voix. Donc, je peux choisir la voix française, mais si par exemple, je suis en cours d'anglais, je peux choisir l'anglais. Je peux même, il y a déjà l'espagnol, vous voyez. Voilà, italien, tout ça. Donc là, je choisis la voix française. Je peux choisir la vitesse de lecture. Et là, quelque chose qu'on a mis en place récemment, vous allez voir, c'est qu'il y a un hypervisuel dans la lecture. Découvrons ensemble votre cahier numérique intelligent. Voiture. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre mon ordinateur, mais là, il est en train de lire. On a reçu cette demande de la part d'un ergothérapeute justement pour qu'il ait cet hypervisuel et que l'enfant sache où il est par rapport à la lecture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place. Donc, je vous laisse tester et nous dire si ça vous va comme solution. Sinon, on peut adapter. Derrière, on a la dictée vocale. Donc, hop, on fait un test ensemble. Quand j'active la dictée vocale, j'ai ce petit microphone qui apparaît en bas. Donc là, j'active ce microphone. Oui, bah voilà, vous pouvez voir que la dictée vocale fonctionne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mina. Ah, pardon, je ne savais pas que tu allais parler. Ah, j'ai arrêté. J'ai arrêté, désolé. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit d'activer le petit bouton qui est là, activer le petit autorisation du microphone ici en bas, et puis là, vous pouvez parler normalement. Si vous voulez arrêter, vous cliquez à nouveau et c'est tout. On a vraiment essayé de faire simple, fluide. Voilà. Le petit rappel, c'est sous la version téléchargeable, ça fonctionne, oui, mais simplement… C'est une reconnaissance vocale différente qui est utilisée, celle de Google est quand même bien au-dessus des autres. C'est ça. Donc, maintenant, on rentre sur la partie mathématique. Donc, il est possible de faire les opérations, des formules, de la géométrie des fonctions. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails tout de suite parce qu'on a peu de temps. La seule chose que je voulais, enfin, le gros parenthèse que je voulais faire, c'était par rapport aux formules. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est possible d'écrire simplement une formule en français et pouvoir la transformer. Donc, ici, je vais écrire ensemble avec vous n'importe quoi. A sur B, A sur racine de B plus 10. Vous voyez, au fur et à mesure où j'écris vraiment en français, il y a l'écriture en formule mathématique qui se fait, sans qu'il y ait à écrire. Et on a même pensé à quelque chose d'encore plus fluide pour gagner encore plus de temps. C'est, vous voyez, là, je suis sur mon cahier. Il suffit de mettre point, virgule. Et là, je vais en fait mettre mon formule, par exemple, racine carrée de x, et c'est fait automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de venir sur le plugin droite, je n'ai pas besoin de toucher à ma souris. Je continue sur mon clavier, je ne perds pas de temps. Donc, je vais refaire avec vous, point, virgule. Là, je vais écrire ma formule, A sur B plus 10, voilà. Et je répète, point, virgule, 2 fois. Donc là, je vais faire la deuxième fois. Et hop, il y a la mise en page qui se fait. Sachant qu'on a en fait des outils pour tout, inférieur ou égal. On a même des outils pour écrire segment AB parallèle à segment CD, ce genre de choses. Non, ENP, pardon. Oh, pardon. Ouais, segment. Donc là, point, virgule. Et hop. Ah, il y a le symbole parallèle. Bon, je vais le noter, ça. Le symbole parallèle qui apparaît pas. Je vais le noter ça déjà. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à d'autres logiciels où vous travaillez à côté,
là, c'est possible d'éditer. Donc là, c'est une ancienne formule que j'avais faite. J'ai cliqué dessus, je peux changer et je peux, par exemple, mettre un C ici et mettre à jour. Donc là, par exemple, j'avais fait cette formule-là, j'ai cliqué dessus. Ici, ce n'est pas en 2, c'est en 5. Et j'ai ce petit bouton en bas. J'ai ce petit bouton en bas qui s'est inséré dans les cahiers et mettre à jour. Donc là, j'ai mis à jour. Donc vous voyez, il est en 5 ici à la place du 2 qu'il avait avant. Et cette même procédure, elle fonctionne pour tous les autres plugins. Donc là, j'ai par exemple une division. Je vais cliquer dessus. Elle va s'ouvrir ici. Je vais pouvoir l'éditer. Donc là, par exemple, à la place du 0, je veux le 1. Je clique sur mettre à jour. Et vous voyez, ici, ça a été mis à jour. Et ça, tout ça, en fait, c'est un gain de temps incroyable. N'importe quel moment, l'élève pourrait venir en arrière, il peut corriger, ajouter. Et ça, sur tous les outils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est vraiment... Enfin, on a beaucoup d'appréciation. Voilà. Derrière, je vais rentrer sur le sujet de la géométrie. Donc là, on a un exemple de ce qu'on peut faire. Je sais qu'on a déjà une question. Pourquoi on fait notre propre outil pour la géométrie? On n'utilise pas GeoGebra. Et est-ce que GeoGebra est compatible avec AntoScript? Je te laisse répondre. Oui, alors en fait, la première chose à savoir, c'est que l'outil géométrie, tel qu'il est là, il n'est pas encore tout à fait complet. Il y a un gros travail qui est en cours, qui a été commencé il y a 2 mois déjà, mais qui arrive presque à son terme, là, pour ajouter tout ce qui est mesure, distance, mesure d'angle, tracé d'orthogonal, tracé de parallèle, etc. Simplement, on n'a pas eu le temps de finaliser. Pourquoi on n'utilise pas GeoGebra, qui permet déjà effectivement de faire tout ça? C'est parce que l'interface de GeoGebra est très complexe et on a trouvé des solutions bien plus performantes, bien plus efficaces pour faire du tracé géométrique et bien plus accessible à des élèves dyspraxiques notamment. Donc par rapport à ça, il faut simplement nous faire confiance. On sait très bien où on va et on a eu des très très bons retours sur Mathéos par rapport à ça. Il faut savoir qu'on a 10 ans d'expérience avec Mathéos. Même avant, on avait un logiciel qui s'appelle BOMEC. Et en fait, on travaille avec des enseignants de mathématiques et des référents numériques dans les écoles, dans les lycées. Et en fait, notre outil, en fait, ce qu'on a essayé de faire à l'inverse de GeoGebra, c'est faire quelque chose d'assez proche de la vie réelle et assez intuitif. Donc, en fait, si je veux faire un cercle sur papier, comment je vais faire? Je vais utiliser un compas et je vais faire comme ça, juste arriver à mon cercle. Donc là, on a essayé, je peux sauver le même état d'esprit en fait en faisant le compas. C'est ça. C'est ce qui va permettre de faire notamment des tracés de médiatrice, par exemple, en utilisant la méthode avec les 2 arcs de cercle qui se rencontrent. Voilà. Et encore une fois, ici en bas, j'ai un bouton. Je mets à jour et hop, vous voyez ici ma figure géométrique a été mise à jour. C'est aussi possible de faire les fonctions. Pour les fonctions, on a couplé toute la technologie du côté géométrie avec la technologie du côté formule. Donc là, je peux écrire Non. Vas-y. Là, une équation, n'importe quelle équation de fonction, par exemple, sinus x plus x, par exemple. Donc là, je l'ai écrit simplement en français et vous voyez là, la courbe qui est apparue ici. Encore une fois, hop, je la mets à jour dans mon cahier et la zone est à jour dans le cahier. Alors, pour les schémas, j'ai vu qu'il y a une question par rapport à ça. Donc là, on a un outil schéma où en fait, vous pouvez ajouter des images sous les fonds d'écran. Donc, dans les cas d'SVT, par exemple, si vous travaillez sur une chaîne alimentaire, ici, vous cliquez, vous ajoutez une image. Par exemple, je vais ajouter une petite image, ça. Et je peux faire mes modifications en haut de cette image. Je peux venir ajouter. Je peux venir écrire aussi, si je souhaite écrire genre un petit outil texte. Je peux... Tu veux faire quoi? En fait, je peux le faire en zoom. Voilà, je vais changer.
Et si je veux plus cette image que je mets derrière, parce que je trouve qu'elle n'a rien à voir là-dedans, enfin, ça fait de cliquer dans un petit outil ici de gommette, et ça revient à mon image d'avant. Et encore une fois, en un clic, c'est mis à jour sur mon cahier. Les formules, je vous ai parlé. Il y en a un outil pour les tableaux. Donc, en fait, vous pouvez faire des tableaux. Attends, juste avant sur les schémas, quand même Oui. dire que voilà, justement, le but, c'est qu'on va pouvoir aussi bientôt ajouter des éléments qui ont été prédessinés, notamment, par exemple, un skieur, des bêchères, des choses comme ça, pour pouvoir faire tout ce qui est schéma d'expérience, schéma de physique. Enfin, le but, c'est ça, c'est de pouvoir faire tous les exercices, quoi. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler l'outil physique-chimie. Donc, le but, c'est d'avoir un outil vraiment dédié à ça, avec l'électricité, l'optique, la mécanique et la chimie. C'est ça. À noter que vous voyez qu'à chaque fois, on ne se limite pas, aujourd'hui, on ne se limite plus au programme du collège, du lycée. On est parti pour faire quelque chose qui puisse servir aussi dans les études supérieures si nécessaire. On est en train de travailler sur une interface du coup qui sera peut-être plus mature pour ce cas d'usage. Mais en cas de nécessité déjà aujourd'hui, si vous avez des patients qui sont confrontés à des difficultés dans des études supérieures, vous pouvez déjà leur conseiller ça en leur disant voilà, il y a une interface qui est peut-être un peu jeune aujourd'hui, mais t'inquiète pas, il y a les prochains, il y a une interface mature qui arrive bientôt. Et le dernier parenthèse que je fais, c'est sur le PDF. Alors là, gros sujet. On sait qu'il y a beaucoup de fichiers qu'on est obligé de traiter qui sont en format PDF. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un lecteur et éditeur de PDF. Donc là, par exemple, j'ai chargé un petit PDF qui montre des jolies photos. Oui, voilà, il est lourd. Des jolies photos de notre équipe. Et donc là, je peux venir éditer ce PDF en fait en faisant des dessins. Donc, par exemple, là, c'est moi, je fais un petit dessin, je peux. Là, je veux souligner telle chose ici, je peux. Si je veux ajouter une ligne plutôt, je viens ici. Si je veux changer de couleur pour mettre plutôt genre de bleu, je peux. Là, j'ai un outil soulignage qui permet de mettre des choses en évidence. Des outils flèches. Donc voilà, il y a plusieurs options. C'est vrai que c'est toujours possible de les déplacer. Donc si la flèche ne vient pas là, mais qu'elle vient ici, je peux la déplacer et je peux toujours la supprimer. C'est très moche ce que j'ai fait. Sachant que c'est pareil, c'est un outil qui est, en fait, l'outil qui est derrière, c'est le même que celui qu'on utilise pour la géométrie. Et du coup, il n'est pas encore tout à fait fini. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a encore des petits bugs, etc. Ça arrive très vite. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir faire la géométrie, les formules, tous les schémas, tous les autres outils sont disponibles pour les PDF. Donc là, déjà, pour la géométrie, c'est le cas. Vous voyez, hop, on met ça et je peux faire mon cercle à l'intérieur de mon PDF. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui a été assez demandé parce qu'aujourd'hui, il se trouve l'outil qui permet de faire ça. Derrière, il est possible de télécharger le PDF avec les modifications qu'on a faites. Ou sinon, il est possible de venir ici, insérer dans les cahiers. Donc, quand je clique, en fait, il va se charger à l'intérieur des cahiers. Il est très lourd, donc ça va prendre un peu de temps. Et sinon, il y a aussi de le modifier. Donc, vous voyez, il est là. Et il est possible de le modifier et ensuite mettre à jour. Et là, ça sera automatiquement mis à jour ici. C'est ça. Sachant que, comme je vous ai dit, on est en train de travailler sur un système pour pouvoir avoir une prévisualisation directement dans le cahier de ce qui a été fait sur PDF. Petite astuce, en fait, c'est possible de cliquer ici pour mettre n'importe quel outil en plein écran. Donc, si vous voulez les cahiers en plein écran ou le PDF, donc là, il suffit de sélectionner et mettre au plein écran. Et donc là, il charge.
Il est vraiment lourd ce PDF. Là, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ces options avancées ici. C'est justement par rapport aux dispositions des outils dans l'écran. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre du côté gauche et ce que vous voulez mettre du côté droit. Donc là, par exemple, je veux que les opérations soient du côté gauche. Je sélectionne ici dans la liste opérations. Et vous voyez, l'outil opération va apparaître. Si, par exemple, ici, je veux mon cahier à droite à la place de PDF, je viens dans la liste et je sélectionne le petit cahier. Vous avez toute cette customisation, disons, cette fluidité en fait dans la gestion de votre écran. Vous pouvez toujours masquer un outil et avoir tout l'espace de l'écran pour écrire votre cours. Donc voilà, on a fait un peu un tour d'horizon sur les outils qui existent déjà, qui sont là. Je voulais passer très très rapidement sur les outils qui arrivent. Donc en fait, il y a notamment tout ce qui est changement de thème. Donc ce sera possible en fait de changer les couleurs de l'application, d'avoir une certaine customisation en fait. Par exemple, si l'élève est daltonien, par exemple, il va pouvoir choisir ses couleurs. J'accélère un peu. Là, en cours de développement, on a l'outil Mind Map, donc carte mentale. Donc, comme vous pouvez voir, ce sera possible d'ajouter en fait des cartes mentales directement avec cet outil-là pour faciliter en fait l'intégration dans les cahiers. Donc, c'est quelque chose qui arrive prochainement. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'était l'outil chronologie, frise chronologique, parce qu'on sait que c'est un vrai besoin aujourd'hui dans les cours d'histoire, même pas que. Donc, en fait, on aura cet outil-là qui va permettre de faire ces frises chronologiques. Donc, on a un peu fini la présentation. Oui, après, on a encore plein de choses à faire. Hein. On prévoit un outil pour tout ce qui est géographie, pour pouvoir traiter des cartes. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un système qui arrive qui va permettre de communiquer, d'échanger des données entre le prof, les élèves ou entre différents élèves, etc. Aujourd'hui, il faut passer par le DocX ou le PDF pour échanger des données. Mais ça sera l'objectif. Changer les couleurs dans l'emploi du temps. En fait, dans l'emploi du temps… Ah oui, j'ai oublié de montrer l'emploi du temps. Pardon. Vas-y. Ouais. Il y a une question là qui était justement, est-ce qu'il serait possible de changer les couleurs dans l'emploi du temps? En fait, les couleurs dans l'emploi du temps prennent la couleur des matières du cartable telles qu'elles ont été définies. Et en fait, on peut toujours changer la couleur d'une matière. Alors, c'est juste aujourd'hui, en fait, là, on a enlevé on a désactivé la modification des matières. C'est juste temporaire. On va le remettre après. Est-ce que tu peux montrer après comment on peut changer la couleur du matière? Voilà, je peux configurer de façon assez simple mon emploi de temps. Et après, si par exemple j'ai des semaines différentes, je peux créer un nouveau emploi du temps. Et comme ça, je peux avoir des emplois customisés, genre par exemple… souvent, c'est semaine 1, semaine 2, c'est souvent ça qu'on trouve dans les emplois du temps aujourd'hui, mais ça peut être autre chose. On peut mettre aussi l'emploi du temps de la maman, du père, de qui on veut, de ce qu'on veut en fait. Et je voulais juste montrer ici, en fait, dans l'écran cartable, normalement, ici, il y a un bouton d'édition qui permet d'éditer la matière. On l'a juste enlevé temporairement parce qu'on a décelé un bug dessus qui pouvait potentiellement faire perdre des données. Du coup, quand je dis faire perdre des données, c'est que
Nous, on garde une copie, donc on pourra les restaurer, mais ça nous demande du temps, donc on essaie d'éviter ça. Ouais. À savoir, en fait, tous les données sont enregistrées automatiquement. Il n'y a pas de démarche spéciale à faire et c'est enregistré dans le cloud, dans les nuages un peu. Et du coup, on est capable de récupérer à n'importe quel moment si vous perdez vos données. Donc là, par exemple, il y a ça qui montre en fait où nous sommes par rapport à l'enregistrement. J'ajoute quelque chose de différent dans les cahiers et là, ce bouton, il va s'activer. Et là, je peux le faire ou sinon, c'est fait aussi automatiquement. Donc là, je voulais vous montrer vous montrer l'outil Agenda. Non, c'est pas bon. C'est pas branché. Là, l'outil Agenda où je peux ajouter les devoirs. Donc là, je peux faire mathématiques. Hop, je mets mon devoir, genre exercice. Je confirme. C'est bon, tout bon. Je confirme et mon exercice il va apparaître. Donc, c'est un outil qu'on a vraiment conçu à la demande de l'ergothérapeute et des parents, justement pour avoir cette intégration avec les cartables et les cahiers. Donc, vous voyez, on retrouve le même code couleur. Tout ça. OK, on essaie de répondre à vos questions. Merci à Isabelle. Hop, je vais arrêter le partage, c'est plus simple. Donc là, si la page Cantu est toujours coupée en deux avec les deux zones, je pense qu'on a pu répondre. En fait, il est possible de mettre une zone en plein écran, hein, vous avez vu. D'ailleurs, il y a un petit bug là-dessus sur ce système-là qu'on a corrigé. C'est-à-dire que en fait, il y a une petite difficulté pour, une fois qu'on a mis en plein écran, pour revenir avec l'interface avec les deux écrans. Donc, ça va être corrigé très, très vite cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, est-ce qu'on a... J'ai vu l'histoire des schémas sur la SVT. J'ai vu quelque chose sur la SVT. C'est où la géométrie que tu as vue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole déjà pour poser vos questions directement à tout le monde? Je vais poser une question sur les raccourcis clavier. Est-ce qu'ils fonctionnent sur Cantu de la même façon qu'avec Word? Ou c'est d'autres raccourcis? Il y en a pas mal qui fonctionnent. S'il y en a qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous les dire. Nous, on les rajoute un par un. On prévoit de faire un chantier raccourci clavier pour ajouter tous les raccourcis clavier, rajouter des raccourcis clavier sur toutes les fonctions, en fait, pour que les élèves qui utilisent essentiellement ça puissent faire quoi que ce soit juste avec le clavier. Parce que moi, ça fait partie des priorités dans l'apprentissage de l'ordinateur pour enlever justement toutes les icônes qui encombrent visuellement. Donc, leur apprend beaucoup les raccourcis. Ouais. Le basique, ça fonctionne déjà, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z. Après, il y en a quelques-uns. Je sais que j'en utilise à peu près pas loin d'une vingtaine maintenant. N'hésitez pas à nous les dire s'il y en a que vous utilisez qui ne fonctionnent pas. Et puis, oui, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager la liste, comme ça on peut faire le check et voir si parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est juste qu'on n'a pas mis en place le chantier pour le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas compliqué. Anne, est-ce que tu veux poser une question? Oui, moi, je suis aussi avec des élèves qui sont en 4e et qui font de l'espagnol. Donc, j'utilise les alt avec les chiffres pour les lettres spécifiques. Et du coup, je leur ai fait sur papier plastifié, on le alimentait sur l'écran. Donc, ils les aient tout le temps sous le nez. Donc, je voulais savoir si ça pourrait fonctionner aussi sur votre logiciel. C'est une bonne question, ça. On n'a pas essayé, en vrai. On n'a pas essayé. Vous pouvez essayer de nous dire si ça a marché ou pas. Si ça n'a pas marché, on essaiera de voir. Si d'accord. Bon, je testerai. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on sache revenir vers vous
Enfin, j'avais bien compris, on veut vraiment qu'on construise une solution avec vous. Donc, on est là pour. Enfin, c'est vous qui nous dites les priorités, on va essayer de mettre en place. Donc, je sais qu'il y a François du côté informatique qui galère des fois, mais moi, mon boulot, c'est de les fouetter pour qu'on puisse vous offrir une bonne solution. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous, parce qu'on n'est pas toujours à votre place et on ne connaît pas tous les cas d'utilisation. Donc, là, par exemple, dans le cas de l'espagnol, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte. Donc, on est ravis d'échanger avec vous. C'est ça. Sachant qu'après, nous, on est obligé de prioriser et de choisir un peu dans quoi on va mettre les efforts, les effectifs de la semaine, quoi, parce que forcément, on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Mais les choses simples, on essaie de les faire vite, quoi, parce que justement, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Et tout ce qu'on vous a montré, là, on l'a fait en 6 mois. On a sorti tous ces outils en 6 mois. Donc, imaginez tout ce qu'on pourra faire en 6 mois aussi. En tout cas, c'est ça qu'on se prête à être à disposition pour le faire. C'est ça. Alors, une question. Je vous écoute. Oui, j'aurais Je pense que vous avez… Oui, on écoute. j'aurais voulu juste savoir si au niveau géométrie, il y a un outil pour mesurer qui sera prévu ou… Oui. En fait, même pour que ce soit encore plus simple, en fait, ce qu'on fait, c'est que directement sur les segments, quand on utilise l'outil segment, on peut mesurer, enfin, on voit la distance qui s'affiche sans avoir besoin de sélectionner un outil spécifique. Et du coup, on peut utiliser l'outil segment pour mesurer quoi que ce soit. Là, Moi, j'ai une actuellement… petite- Oh, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Juste actuellement, là, au niveau de… Vous avez des enfants qui utilisent Cantu. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de profs? Parce que, par exemple, pour la remise des choses, etc., est-ce que vous avez déjà eu des retours là-dessus? Sur la remise des choses. Oui, par exemple, est-ce que les profs préfèrent avoir l'accès au Cantu de l'enfant ou comment? Non, alors on n'a pas eu de prof qui était vraiment déjà en cas où il voulait utiliser Cantu avec des enfants qui utilisaient aussi Cantu. Ça, on n'a pas encore. Après, on est en train de prévoir d'équiper, on a des discussions pour équiper des écoles entières. Voilà. Donc, la question va vraiment se poser. Nous, on travaille en fait sur un système de partage des fichiers. Ça va fonctionner un peu comme un Dropbox ou Google Drive. Ce sera un petit dossier partagé qui pourront avoir accès, envoyer l'accès aux enseignants ou même à l'AESH ou d'autres collègues. Voilà, c'est un dossier de partage. Donc là, on est en train de faire le design. Et on va vous montrer les designs. Donc, en fait, on a un groupe en fait, qui s'appelle Labo Cantu Scribe, où en fait, on met tout le temps l'état d'avancée de nos outils et dans la conception de nos outils. Donc, si ça vous intéresse de participer sur ces groupes, sur un groupe sur Facebook, donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, comme ça on vous enverra des invitations personnalisées, parce que c'est un groupe secret qu'on n'ouvre pas à tout le monde. Parce que l'idée, c'est justement d'avoir des personnes qui sont vraiment, comprennent vraiment l'utilisation de la 10 pour pouvoir faire des outils assez performants. Moi, j'avais une question par rapport… j'ai un jeune là que je suis qui fait l'espagnol et je lui ai mis le clavier virtuel espagnol. Est-ce que le clavier virtuel, il fonctionne sur Cantu? Oui, là, normalement, il ne va pas y avoir de problème. D'accord. Si vous avez un souci, vous nous le dites, mais là, il ne devrait vraiment pas y avoir de problème. D'accord, ok. Et la même chose que je n'ai pas montré, c'est que je vais remettre mon écran pour vous montrer. C'est en fait la lecture vocale. En fait, elle fonctionne dans n'importe quel endroit de l'application. Donc là, j'ai sélectionné ce test-là. Donc là, il va me lire. Là, si je sélectionne ça, hop, le bouton apparaît. Je peux le lire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi disponible pour le PDF. Là, je vais ouvrir l'outil PDF. Ça charge. Donc là, je sélectionne mon texte et vous voyez, le bouton il apparaît.
Ah, il n'a pas lu en avant. Non. Voilà. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne bien sûr sur le texte, mais aussi à n'importe quel endroit de l'application. C'est juste pour info, c'est parce que dans un PDF, en fait, l'ordre des textes n'est pas aussi évident pour un ordinateur que pour un humain, en fait. C'est pour ça qu'il faut sélectionner zone par zone, mais sur un vrai texte PDF, c'est-à-dire si vous prenez un paragraphe dans un PDF, il n'y aura pas de souci. Hein. Et il n'y a pas besoin d'ossériser ou de choses comme ça comme on peut avoir sur les logiciels PDF? Alors là, par exemple, ça dépend du PDF. Là, dans celui-là que vous voyez, je n'ai pas besoin d'ossériser. Je peux sélectionner le texte, copier, venir ici et coller mon texte. Par contre, il y a certains PDF où cette partie-là, elle ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas été enregistré en format PDF. Si par exemple, c'était en format image. C'est que le texte est encore une image. Justement, il y a cette phase d'ossérisation qui n'a pas été faite. Nous, on a identifié un moyen technique pour faire cette ossérisation. Simplement, on n'a pas encore eu le temps de la mettre en place. Et en fait, même techniquement, enfin plutôt, ça soulève beaucoup c'est pas technique, ça soulève des questions sur la bonne façon de réaliser ça, qu'est-ce qu'on attend exactement qu'il se passe, que quand tout fasse, en gros. Et du coup, parce qu'en fait, il faut qu'on puisse identifier le texte, c'est pas la partie compliquée. La partie compliquée, c'est derrière de le rendre sélectionnable dans l'éditeur PDF. Mais bon, on a des idées, on va essayer de faire ça. Simplement, c'est pas encore fait pour nous. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est faire la partie OCR avec un autre logiciel pour le moment, avant de le mettre dans Cantu. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ouvre un PDF, on ossérise le texte et on l'insère dans Cantu après. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. On est en train de mettre en place la sécurisation chez nous, mais oui, on a tellement de chantiers que voilà. Mais on sait faire. Enfin, j'ai une bonne idée de comment on peut faire. Voilà, sur ce PDF aussi, ça fonctionne. J'arrive à sélectionner mon texte. Donc, en fait, vous pouvez déjà faire le test quand même. Il y en a des PDF où ça fonctionne très bien. Et là, c'est super parce qu'à la fois, la reconnaissance vocale, elle va fonctionner. À la fois, vous pouvez copier, si vous voulez, y mettre du côté cahier. Comme ça, c'est plus facile pour éditer. Donc, ça va dépendre du PDF. Et en tout cas, nous, on s'occupe de travailler sur l'OCR. Et dans tous les cas, on a une réponse et c'est quand même l'objectif. C'est bizarre qu'il y a un arrière-plan. On va regarder ça. Ah non, mais ça, c'est la lecture vocale là. Hein? Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est là. Il a plusieurs pages. Bon, bref. Voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai encore une autre question. Oui. Je ne sais pas pour les autres. Moi, j'ai très peu d'enfants qui ont un accès Internet en cours. Là-dessus, on a des gros soucis. Donc, est-ce qu'on peut passer du système sans Internet à tout d'un coup de l'Internet parce qu'on en a? Enfin, comment ça peut se passer? Tout fonctionne sans Internet. Fonctionne en ligne. C'est ça. Et dès qu'il y a Internet, en fait, il va pouvoir faire la synchronisation. Si vous utilisez par exemple, sur votre tablette et votre ordinateur ou sur l'ordinateur en classe et à la maison, dès qu'il a Internet, il va faire la synchronisation. Et s'il n'a pas Internet, il ne le fera pas. Et l'enregistrement se fait automatiquement, même si on est hors ligne. C'est ça, il enregistre tout localement et puis quand il peut se connecter au serveur, il va envoyer les données les plus récentes. Et du coup, dans ce cas-là, au moins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est quand même intéressant de se connecter à Internet. Ça permet aussi de télécharger la mise à jour. En fait, l'avantage, c'est que vous avez pu prendre tous les désavantages et les avantages des logiciels différents, essayer de les mettre dans un seul morceau. Et voilà, parce que là, on a un peu du OneNote, on a un peu du Word, on a un petit peu tout. Et ça, c'est vrai que c'est super. Et puis surtout, en fait, c'est qu'on sait, parce qu'en fait, tous ces outils, ils ont été pensés pour un cas d'usage qui n'est pas celui d'un élève en classe, en fait. OneNote, par exemple, ou Word, ce n'est pas du tout le cas d'usage classique
c'est pas des logiciels qui ont été développés en pensant à des élèves en classe, quoi. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de reprendre les différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans plein de logiciels différents et de concevoir, par contre, cette fois, un outil et une interface qui est prévu pour un élève en situation de classe. Donc bah oui, l'organisation des fichiers, c'est un problème. Jusqu'à présent, on utilisait souvent OneNote pour faire cette organisation, alors que ce n'est pas vraiment pensé pour ça, mais ça marche, effectivement. Mais du coup, notre idée, c'est plutôt de dire, bon, bah oui, mais on va faire un truc qui organise, voilà, déjà comme organise un élève en classe, quoi, c'est-à-dire avec des cahiers, des matières, des chapitres, quoi. Après, c'est un avantage et un inconvénient pour le fait que ce soit spécifique à l'éducation, enfin, spécifique à du scolaire. Ça peut être un inconvénient, je trouve, pour l'élève qui est un peu réticent à aller sur l'ordinateur. Quand on dit, bah, tu sais, on l'utilise, puis regarde, maman, elle utilise Word, etc. Donc, voilà, ça a des avantages. Nous, on a quand même comme ambition de faire une nouvelle interface, un peu plus lycée, un peu plus enseignement supérieur, qui sera plus neutre. Donc, on aura aussi cette possibilité-là. Après, moi, ce que je pense, c'est que un enfant qui a un handicap, en fait, on ne les force pas forcément. Comment je peux dire, si un enfant il a besoin d'un fauteuil roulant, on ne va pas lui dire, bah non, vous allez quand même utiliser une chaise avec des roulettes. Quelque part, en fait, on se dit qu'on a un outil qui est adapté, c'est le fauteuil roulant. Oui. Voilà. Non, mais en fait, oui, mais dans la vie de tous les jours, on retrouve, personnellement, j'ai des enfants qui ont autant envie d'utiliser leur ordinateur que de se pendre. Et c'est pas si évident que ça, l'acceptation, surtout quand ils sont adolescents. Les plus petits, ça passe plutôt pas mal. Donc, votre interface et tout, elle est assez ludique et tout ça. Après, à l'adolescence, c'est vrai que si on peut avoir quelque chose qui ressemble autant à… je ne sais pas trop comment m'exprimer. Ouais, Je ne suis pas la seule à partager ça, mais… effectivement, c'est un sujet qu'on a souvent. Alors, effectivement, il y a un problème sur l'interface. Il y a l'histoire qu'on va faire une interface plus mature, donc ça, c'est bien pris en compte. Aujourd'hui, malgré tout, on a quand même des retours des élèves qui, plutôt, même des adolescents, qui ont plutôt apprécié de pouvoir d'avoir quelque chose qui correspond mieux à leur schéma d'organisation, parce que Word, en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur demande en classe. Même si effectivement ça fait plus adulte, quoi. Autre chose aussi, c'est que on nous a souvent effectivement fait la remarque, mais oui, mais pourquoi leur apprendre quelque chose à utiliser un autre logiciel, un nouveau logiciel, alors que de toute façon ils vont utiliser plus tard Word ou Excel, alors qu'ils pourraient déjà apprendre à utiliser ces logiciels-là qui leur serviront plus tard, quoi. Et en fait, comment dire, c'est une approche qui est, à mon sens, donc là on n'a pas on ne peut pas avoir d'études scientifiques encore, en tout cas, qui vont pouvoir répondre à ça, mais c'est une mauvaise façon d'appréhender le sujet, parce qu'en fait, les Word ou Excel ou quoi que ce soit, ils vont de toute façon l'utiliser dans leur scolarité, dans des cas de figure où ils en ont besoin. Et ça n'a pas de sens, en fait, dans un contexte de classe où il y a déjà énormément de choses à apprendre, d'essayer de leur faire apprendre en plus des outils qu'ils vont utiliser, qui vont servir dans un contexte peut-être plus tard dans leur scolarité, alors que la difficulté qu'ils ont, c'est aujourd'hui au collège pour essayer d'avoir des bonnes notes et pouvoir déjà aller au lycée, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que utiliser Word, c'est pénalisant pour eux parce qu'il y a trop de manip, il y a trop de choses qu'ils ne peuvent pas faire, pas à la vitesse des autres, notamment écrire un cours sur les fractions, par exemple, avec Word, c'est impossible. Et du coup, voilà, ils vont peut-être, en fait, on leur dit, vous allez peut-être du coup gagner, en utilisant Word, vous allez gagner en efficacité, enfin, vous allez apprendre plus vite pour quand vous serez à l'université, mais en fait, ils ne vont jamais aller à l'université parce qu'on va les orienter vers des filières professionnelles parce qu'ils ont des mauvaises notes en maths. Je schématise un peu. Après, aucune remise en question sur l'idée de faire quelque chose de plus simple, sachant qu'en plus, ça amènera après vers… à partir du moment où on sait utiliser un logiciel de traitement de texte, à un moment donné, on arrive à passer sur les autres logiciels… voilà, ça, y a pas, c'est pas une critique de ma part, hein, c'était… Ah non, mais je ne prenais pas comme une critique.
l'idée après d'ouverture sur le reste. Et je comprends bien l'idée de faire quelque chose de simple. Moi, la plupart du temps, j'enlève des tas et des tas et des tas d'icônes sur les Word ou sur les OpenOffice ou LibreOffice. J'enlève tout plein de choses justement pour que ce soit plus simple, en sachant que c'est pas encore… Voilà. Mais non, je suis partie prenante sur votre système. En tout cas, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi le début de notre aventure. Et on a tellement d'idées, en fait. Donc, l'idée, c'est de faire aussi des outils voilà, lycée, en outils enseignement supérieur, en outils encore plus pertinents, en fait, peut-être pour d'autres types de handicaps. Donc, c'est vraiment le début. Et en fait, nous sommes super heureux de vous avoir avec nous parce qu'on veut construire toute cette aventure avec vous. Et vraiment, en fait, je ne suis pas en train de dire ça parce que je suis devant vous, mais en fait, tous les outils, on est vraiment à votre écoute. Donc, la façon comme je voulais que vous imaginez Quantuscript, c'est vraiment comme votre outil et que vous pouvez nous, on a les petits mains, François, et il a la petite main informatique qui va la réaliser. Mais c'est vous qui êtes en face à vos patients, aux 10, les enseignants qui sont en classe. Donc c'est à vous de nous dire quelles sont nos priorités et comment mieux les faire. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de jongler entre ces priorités pour essayer de sortir le plus rapidement possible, ce qui n'est pas facile parce qu'on va faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, je suis super ravie de ce premier échange. Sachez qu'on va proposer d'autres webinaires comme ça. Tous les mardis, en fait, on a un groupe Facebook, ça s'appelle la CALED, la communauté des acteurs de l'école de demain. Tous les mardis, à 17h, on vient justement pour répondre à vos questions. Sinon, on est vraiment dispo par mail, téléphone, SMS, chat, si vous voulez. On est vraiment ravis d'échanger par rapport à des cas particuliers. On peut aussi prendre le temps pour présenter Quantou à vos patients, aux parents, tout ça, parce que, comme je disais, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner. Oui, de toute façon, on fait des webinaires régulièrement pour présenter les nouveautés, pour ce genre de choses. On essaie de communiquer de façon la plus transparente possible. Voilà. Ça peut servir justement aussi pour faire un peu des formations, des choses comme ça. Enfin, pour former un peu les gens, pour les renseigner sur ce qui existe. Je vois une question sur si on peut avoir Quantuscript, Word et Studis et GeoGebra sur un même ordinateur. Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, même en attendant qu'on ait complètement terminé, je pense qu'idéalement, aujourd'hui, en étant réaliste sur l'état des choses, c'est bien d'avoir peut-être cette configuration-là avec ces éléments installés. Et au fur et à mesure que nous, on va reprendre GeoGebra, je pense que vous en aurez de moins en moins besoin. En fait, dès que la géométrie sera sortie d'un serveur sur Final, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que vous pourrez faire plus vite tout ce que vous pouvez faire avec GeoGebra, avec une interface plus simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, beaucoup plus facile à prendre en main pour l'élève. Donc, voilà. Et surtout, suivez-nous parce que ça change vite, en fait. Donc là, cette semaine, François, il est sur ces sujets de la géométrie. Donc peut-être que dès la semaine prochaine, vous allez voir un tout nouvel outil géométrie. De toute façon, je vous ai montré qu'il y a la physique-chimie, les cartes mentales et les frises chronologiques qui, pareil, dans les semaines à venir, vont apparaître. Donc, notre avantage, c'est aussi qu'on est actif pour pouvoir, en fait, offrir toujours une solution pertinente. Donc, voilà. Après, je tenais quand même à dire quelque chose sur l'abonnement. Aujourd'hui, en fait, on a quand même fait beaucoup d'investissements pour développer la solution parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Et aujourd'hui, pour pouvoir continuer en fait un peu ce rêve d'avoir cette solution tout en un et de pouvoir continuer à proposer des outils de mieux en mieux pour avoir vraiment un truc qui réussisse complètement à la fois compenser les besoins de ses élèves, à la fois leur permettre de suivre un rythme scolaire au même rythme que les autres et faire leurs épreuves, faire les examens, etc. Et puis aller du coup à l'université. Et puis aussi, vous laissez, vous, ergothérapeute, orthophoniste, vous focaliser plus sur votre métier, ce que vous pouvez apporter à l'élève en tant qu'orthophoniste, en tant qu'ergothérapeute, plutôt qu'en tant que conseillère informatique. Ça sera, je pense que on a tout ça à y gagner, quoi. Et c'est un peu ça notre objectif aussi, quoi. C'est-à-dire d'avoir un logiciel qui juste simplement marche et qui correspond intuitivement à ce que fait l'élève en classe. On a déjà eu justement
une ergothérapeute qui nous disait c'est bien parce que depuis que j'ai installé Cantu, mon élève, j'ai du temps pour faire autre chose avec lui plutôt que de lui apprendre à utiliser Word. Et des enfants, en fait, c'est surtout du point de vue de l'enfant, c'est surtout de les décharger pour en fait qu'ils puissent se sentir plus autonomes, pour qu'ils puissent penser par lui-même. En fait, c'est ça tout l'enjeu de ce qu'on fait. Donc, c'est le rêve pour nous, en fait. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un veut prendre la parole? Et peut-être, en fait, c'est peut-être le moment, vu qu'on est entre nous et on n'est que avec vous, professionnels de santé, pour que vous nous fassiez un peu un feedback aussi pour qu'on puisse savoir les points négatifs qu'on a besoin de travailler. Donc, n'hésitez pas. En fait, on est vraiment à votre écoute pour ça aussi. C'est important. Si vous avez des questions ou des choses à dire, n'hésitez pas à prendre la parole. Bon, il n'y a pas de feedback négatif, j'imagine. Oui, Anne? Je crois que ton microphone, il est muté. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure concernant les couleurs dans l'agenda. Ça me semblait très pertinent, notamment pour des enfants qui ont un TDAH. On nous conseille justement, et ça fonctionne très bien, de classer les matières par couleur, d'avoir les cahiers, des cahiers et dans l'agenda, sur l'emploi du temps, la même couleur qui soit associée. Et donc, ça, c'est très personnel. Chaque enfant aura une couleur qui lui parle plus par rapport à une matière. Enfin, le bleu pour l'histoire géo peut-être, ou l'orange pour l'espagnol, j'en sais rien. Et le fait de pouvoir modifier directement soi-même les couleurs dans votre agenda, ça me semblerait très pertinent. Je ne sais pas si vous avez peut-être perçu ma réponse. En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible de modifier. Enfin, justement, aujourd'hui, ce n'est pas possible de modifier, mais c'est ce que j'avais compris dans votre réponse, oui. Dans la version, voilà. Donc, en fait, ici, je suis dans l'agenda et là, je vais sélectionner des matières qui sont déjà pré-remplies. Donc, en fait, là, par exemple, je vais choisir SVT et là, il va me prendre la couleur, je me teste, et il va me prendre la couleur de mon cahier SVT. Donc, si je viens dans mon écran cartable, c'est un moment où je vais créer mon cahier où je peux choisir cette couleur. Et là, ce que François disait tout à l'heure, c'est qu'ici, je peux créer des cahiers et au moment où j'ai créé, je peux choisir les couleurs. Par exemple, là, ici, je peux mettre éthique. Et choisir la couleur après. Donc, hop, je choisis telle couleur. Et en fait, derrière, dans mon agenda, je vais venir ici, je vais trouver qui est avec la même couleur, la couleur que j'ai choisie. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que vous gérez et je veux savoir votre retour si ça va comme ça ou pas. Donc, c'est lors de la création de matière qu'on sélectionne la couleur. C'est ça. Oui. Et en fait, il y a juste une chose, c'est qu'ici, normalement, c'est ça que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, normalement, il y a un bouton d'édition, on l'a juste enlevé là, la semaine dernière et jusqu'à peut-être la semaine prochaine, le temps de corriger un bug potentiel. Mais normalement, il y a un bouton, il y a un petit stylo là qui permet de changer la couleur des matières, même quand elles ont déjà été créées. Voilà. Et l'objectif à terme pour l'agenda, c'est de faire vraiment le lien entre les deux. Donc ici, par exemple, je suis mathématique et en fait, je vais pouvoir choisir mon cahier, le chapitre en question et en fait, il y aura un petit bouton qui va me ramener directement à l'intérieur de l'exercice. Comme ça, pardon, ça peut aider sur des problèmes de repérage. D'accord. Je vois d'ailleurs que les matières sont en anglais, on corrige ça aussi. Voilà, oui, ça, il faut que tu corriges un peu. Voilà, il y a toujours des petites corrections. Oui. Et donc, dans l'agenda, quand il note ses devoirs, il y aura une couleur différente en fonction de chaque matière. Ce sera suffisamment clair pour pas que ce soit trop touffu visuellement. Exactement. Dans l'emploi du temps et dans l'agenda, en fait, les matières ont la même couleur que dans le cours. Et d'ailleurs, dans le cartable, tu partages toujours là ou pas? Non, j'avais tout partagé. Juste pour vous montrer que ça va même plus loin que ça. C'est bon, là, vous voyez l'écran. En fait, même quand on entre dans une matière, en fait,
tout le thème de l'affichage correspond à la matière. C'est-à-dire qu'ici, on a du rose dans les chapitres, dans les icônes, etc. Et on ça retrouve reste ici. ici en haut, en fait. Voilà. Et si je vais dans l'agenda, je suis dans l'agenda, je vais ajouter un exercice pour c'était une démo, par exemple. Ici, je mets test et la couleur, ça va être les roses. C'est ça. Et si je vais dans l'emploi du temps, pareil, je peux créer une heure de démo ici. Hop, on y va. Il faut que tu mettes des mots. Ouais. Hop. Donc, même couleur. Voilà. D'accord. Concernant la SVT, les schémas en SVT, pour l'instant, il n'y a pas moyen de pouvoir dessiner un schéma comme si on le dessinait à la main. Si. On va vous montrer en mathématiques, c'est pas grave. Hop. Alors, oui, il est toujours en train de charger toujours ton même PDF. Hop. Donc là, je veux juste mon cahier, donc je vais masquer ici à gauche l'outil. Non, les schémas. Ici, les schémas, voilà. Je clique, il est là. Oups, pardon. Ouais. Alors, les schémas, du coup, ce que je disais, c'est... Oui, c'était les... Alors, en fait, vous allez... en fait, ici, vous avez plus d'outils. Ah, il n'y a donc, pas le... Crayon, Ah oui, il est là, là. oui, voilà. Et là, vous pouvez faire du coup du dessin à main levée, sans problème. Et vous pouvez aussi mettre des flèches. Et puis, vous avez un outil pour insérer des images. Du coup, si vous avez un schéma déjà prêt à annoter, par exemple, bah, vous pouvez insérer l'image ici. Elle va s'afficher en fond. Et vous pourrez annoter avec des flèches, mettre du texte pour légender le schéma ou des choses comme ça. D'accord, par exemple, pour mettre l'œsophage ou des choses comme ça. Exactement. Okay. Dernière question, j'en profite. Pour un enfant qui a besoin d'avoir une police de caractère très, très importante, genre taille de police 20 avec un caractère très large et très gros, il y a une variété de polices et de caractères aussi importante que sur Word, ou c'est un petit peu plus limité pour éviter qu'il y ait trop de choses, justement? Alors, il y a quand même beaucoup d'options. Ouais, alors, au niveau des polices de caractère, il y en a pas mal. Mais bon, ça, en fait, ce qu'on a, notre logique, c'est plutôt, bon, voilà, on va la définir une fois, la police de caractère, et on ne va pas modifier 15 fois la police dans le document. Donc, le cahier, après, utilisera toujours cette police-là. Dans toutes les matières? Pardon? Dans toutes les matières, il utilisera la même police? Dans le cahier, oui. D'accord. Ici, dans le cahier. Parce que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée? Non, mais parce que il y a des élèves qui, en fonction de leur fatigue, ont besoin de modifier le type de police. Ouais, ça, c'est toujours possible de le faire. Hein. C'est juste que c'est regroupé en un seul endroit et ça ne dépend pas du cahier ouvert. Oui, c'est ça. Ça ne dépend pas du cahier. En fait, c'est ici adaptation du texte, ensuite police. Et du coup, hop, ici, je choisis, je mets par exemple le Minuto et là, hop, c'est tout mis en... C'est ça, ça sera mis comme ça pour tous les chapitres, si je change de chapitre. Voilà, pour changer la taille, c'est juste ici. C'est ça. Et même si vous avez besoin de changer carrément toute l'interface, vous avez cette option ici de changer les styles d'interface. Il faut cliquer sur appliquer et tout remonte. Il y a tous les boutons. Et pour retourner, c'est adaptation du tel, un style d'interface. Et là, je le baisse et j'applique. Merci. Au niveau des... Alors, justement, ce que je disais, c'est qu'en fait, à la base, ce qu'on avait prévu, c'était justement de limiter le nombre de tailles de police disponibles et d'avoir juste des polices pour les titres, les sous-titres et les textes, quoi. Et d'avoir, du coup, 3 tailles différentes. Mais on nous a tellement demandé de pouvoir personnaliser la taille de la police qu'on va rajouter quand même un menu déroulant là, avec la police.
D'accord. Est-ce que vous envisagez la possibilité de pouvoir colorier des cartes de géographie ou c'est vraiment très compliqué là? Non, non, j'ai une bonne idée de comment on pourrait faire, mais il faut, ça sera, c'est pas pour tout de suite parce qu'on a avant la frise chronologique, les cartes mentales, on a beaucoup de choses à faire avant ça, mais on prévoit de le faire, on sait à peu près comment faire. J'espère D'accord. Merci qu'on beaucoup. aura le temps de le faire d'ici septembre, enfin, d'ici la rentrée scolaire. Merci bien. Merci à vous surtout. Ouais. Bonne continuation. Ah oui, Oui, il y a Nathalie. d'autres. Nathalie, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, je ne sais pas si vous m'en avez parlé, j'ai peut-être manqué l'information parce que j'ai dû partir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un logiciel de correcteur comme l'Antidote un peu ou des choses comme ça? Oui, comme je disais, on fait la correction orthographique aujourd'hui. Non, attends, tu partages pas ton écran. Ah, pardon. Donc, aujourd'hui, c'est possible de... Hop, j'ai l'outil pour mon texte. Donc, j'ai le correcteur, l'adaptation et le prédicteur. Simplement, on est encore en train de travailler dessus. Donc ici, on a la correction orthographique qui va permettre de simplement détecter les erreurs orthographiques. Il y a un petit souci avec le dictionnaire anglais. On est en train de corriger ça. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, hein, vous pouvez tester. Par contre, on est en train de l'améliorer. En attendant, en fait, pour ne pas vous laisser sans solution, on travaille pour que ce soit compatible avec l'Antidote, Lexibar, tout ça. Surtout parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'utilisent, notamment pour les illustrations. Donc, nous, on travaille sur tous ces sujets, nous, les illustrations, pour pouvoir les ajouter. Bah, simplement, techniquement, ce n'est pas toujours évident, donc ça prend un peu de temps. OK, parfait, merci. Voilà. Et je sais qu'il y avait une question aussi sur les iPads, si ça fonctionnait sur iPad. Je vais essayer de vous montrer. En fait, quand vous allez sur le site et vous allez sur la partie client, cliquez sur le login, et en fait, vous avez accès à toutes les versions. Donc, vous pouvez soit utiliser en ligne, soit télécharger pour Windows, Mac, Linux, qui fonctionne pour Chromebook. Et ici, iOS et Android. Donc là, si vous cliquez, vous allez avoir un petit tutoriel d'installation qui vous apprend comment faire justement cette installation-là, c'est pour Safari. Et ça va fonctionner sur vos tablettes et iPad. Simplement, on est encore en version bêta pour cette partie-là. Donc, on travaille, on sait qu'il y a encore des bugs et des améliorations à faire. Donc, on n'a pas largement communiqué sur cette version de tablette encore, mais sachez qu'elle fonctionne. En fait, il y a quelque chose d'assez sympa, c'est que vous pouvez installer sur vos smartphones. Et en fait, quand c'est sur votre smartphone, vous pouvez ouvrir, prendre une photo. Par exemple, s'il y a une copie sur papier, vous prenez la photo, vous ouvrez Canto sur votre téléphone, vous insérez la photo et puis ça va apparaître sur votre ordinateur parce qu'il y a une synchronisation automatique. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Vous pouvez tester, il y en a des beaux retours. Parfait, merci. Merci à vous. Je ne sais pas si Anne voulait encore parler. Anne, tu avais encore une question? Tu as la main levée? Tu es encore mutée, par contre. Je ne sais pas si c'était une... Voilà, n'hésitez pas, même après, à nous poser toutes vos questions, aussi à nous faire part de vos feedbacks, vos questions, enfin, vos retours, en fait, vos suggestions d'amélioration. J'insiste encore une fois, on compte vraiment sur vous, les ergots, les professionnels de santé, en tout cas, pour construire la meilleure solution possible. Et on ne peut pas faire sans votre aide parce que c'est vraiment votre métier, parce que aussi, je pense que vous êtes les plus... au courant et en contact voilà. avec les élèves. En fait, n'hésitez pas vraiment à tester avec les élèves et à nous dire comment ils réagissent et s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, il faut nous le dire. On essaie d'être réactifs. C'est ça. Donc, un grand merci.
Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère qu'on va se tenir au courant. Voilà, en tout cas, nous, on a plein de nouveautés à vous raconter dans les prochaines semaines. Et merci encore une fois pour votre écoute. Merci beaucoup. Comme ça, et Ça marche l'espagnol, alors. Parfait. merci, super. Merci, Anne.